Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre prochaine de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pride pour la lecture et l'analyse du nouveau Battle Tome sur Age of Sigmar, à savoir les Orruk Warclans. Sur la semaine de sortie de ce nouveau Battle Tome, on va aussi retrouver City of Sigmar, à savoir les Free People, et un petit livret qui va justement recenser toutes les règles mises à jour, avec en plus de ça, un recueil des scénarios de 2018, du livre de règles, on va dire, de base, et du manuel général de 2019. Là, on va se focaliser là-dessus. Est-ce que tu peux nous introduire un petit peu justement ces fameux Orruk, cordialement, bien sûr. Alors, c'est une réunification de ce Battle Tome des Battle Tome Iron Joe et Bone Splitters, avec la nouvelle allégeance qui combine un peu tout ça, qui est la Big Wag, qui offre un nouveau mécanisme de jeu assez intéressant, qui ressemble un peu à la Dîme 200 ou à la Marée des Idonnettes. Et c'est une bonne remise à niveau de ces deux Battle Tome d'avant, qui commençaient un peu à accuser leur âge. On voyait peu la destruction sur les tables, ça va radicalement changer. On se retrouve les Wargamers avec Pride, donc pour découvrir cette alliance entre les orques sauvages et les orques armurés. Et déjà, je trouve que le mariage fonctionne très bien, alors que pour le coup, c'était quand même des styles un petit peu opposés, même s'il y avait du vert dans les deux. Ouais. Moi, en tout cas, j'avais été un petit peu déçu, puisque quand ils avaient annoncé City of Sigmar et ce Battle Tome-là, je m'attendais à ce que les anciennes références soient jouables, alors que rien du tout. Tout ce qui n'est plus vendable aujourd'hui, de toute façon, n'est plus jouable au niveau de ces Battle Tomes. Après, on a vu qu'il y a une bande de gobelins sur l'eau qui va sortir dans Shadespire, ce qui prouve que Games n'a pas totalement oublié ce qu'étaient les anciens peaux vertes, mais effectivement, là-dedans, tu as que les Iron Joe et les Bone Splitters. T'as pas les Orruk classiques, les orques comme on avait l'habitude de les voir, etc. T'as pas de trolls, t'as pas de géants, t'as pas tout ça. C'est vraiment les nouvelles factions d'AOS réunifiées. Et l'autre petite déception, c'est qu'on n'a pas de décor et pas de Endless Spell. Et ça, c'est quand même le premier Battle Tome depuis bien longtemps, de mémoire depuis les Nighthaunt, voilà, qui avait des Endless Spell mais pas de décor, qu'on n'a pas ni l'un ni l'autre. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Après, honnêtement, vraiment, je trouve que d'un point de vue purement esthétisme, le bouquin, mais comme on le dit à chaque fois, il remplit complètement le contrat. Là, justement, on va retrouver une charte graphique à mi-chemin entre les deux, ou des fois, parfois dans un extrême, et sur l'autre page, on va dans l'autre. Et ça, c'est assez cool, des visuels vraiment jolis. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du positionnement de cette armée au niveau du méta? Est-ce que c'est tout dans ta gueule? Est-ce que ça va toucher un petit peu à toutes les phases? Est-ce que tu conseilles, en termes de prise en main, ça à un débutant ou pas? Alors, en termes de façon de le jouer, que ce soit pour la Big Wag ou pour les Iron Joe, c'est quand même un peu du tout dans ta face. Mais tout dans ta face, extrêmement rapide et qui tape extrêmement fort. Alors après, ça a les fragilités classiques d'une arme Orruk, c'est-à-dire que même si tu as beaucoup de PV, t'es pas un spécialiste du tanking. Après, en Bone Splitters, tu as quand même un peu de tir et tu as une magie qui est peut-être un peu plus offensive. Voilà, alors que la magie Iron Joe, c'est plus une magie de placement, ce qui est très intéressant aussi. Donc oui, ça se prend bien en main, ça apprend bien à jouer sur le mouvement et sur le corps à corps, peut-être un peu moins sur le tir, la magie est assez importante. C'est une bonne armée qui a un positionnement intéressant mais un peu bâtard, c'est-à-dire qu'en fait il va déboîter le top tiers, ce qui est très intéressant, et il va souffrir contre le reste. Parce qu'en fait c'est une armée qui craint énormément le tir. Donc ça va craindre le Caradron, ça va craindre des armées comme ça, qui ne sont pas des armées Gutter, qui vont le déboîter. Par contre, s'il met de la main sur du Firesayer, du Slaanesh ou du Skaven, un coup de hachette dans la gueule à 8 pouces. Ça tape vraiment très fort. Sa lecture est assez facile. Les entrées sont toutes équilibrées les unes avec les autres, donc on peut quand même jouer pratiquement ce qu'on veut. Il y a des bons Warscroll bataillons, il y a des très bons artefacts, il y a des très bons spells. Donc ça se prend bien en main et c'est assez agréable à jouer et c'est assez agréable à affronter, parce que c'est pas le genre d'armée qui va créer des frustrations. Voilà. L'orc c'est quand même hyper sympa à affronter, c'est des maniaques verts écumants qui vous foncent dessus. Voilà, ils vont mourir aussi vite qu'ils vont vous tuer, donc il n'y a pas de partie à sens unique ni dans un sens ni de l'autre, donc c'est assez intéressant pour ça. Cette review va donc être divisée en 3 parties, puisque une par allégeance. On va commencer tout de suite par l'allégeance des Iron Joe, avec trait de bataille des Iron Joe, puisqu'on va déjà avoir le fait de devoir choisir un clan. On le verra, il y en a des spécifiques, et on va pouvoir créer son propre clan, et on ira taper dans chaque artefact, et ainsi de suite, sans aucune rigidité. Ouais, c'est assez classique, c'est le schéma habituel, Loge, Fireslayer, Enclave Idonette, on a l'habitude maintenant. Exactement. Ensuite, par contre, les vraies règles qui vont donner du caractère et nous encouragent à jouer full Iron Joe ou ce genre de choses. On va déjà commencer par impatient d'en découdre, ajouter 1 au jet de charge pour les unités Iron Joe amis. C'est quand même un bon bonus statique qui fait plaisir. Alors on verra que l'armée a l'équivalent du dead jump. Donc déjà la charge sera à 8 derrière et pas à 9. Plus de 3 autres petits bonus de charge qu'on est capable d'aller chercher assez facilement dans l'armée. C'est un premier bon bonus statique. Vous allez voir que c'est une armée qui est très très mobile. D'ailleurs, très bonne transition, parce qu'on va parler de fous alliés. Rien ne saurait plus attiser la fureur des Iron Joes qu'un ennemi lâche qui les attaquerait de loin. À la fin de n'importe quelle phase, si une ou plusieurs blessures ou blessures mortelles ont été infligées à cette phase à une unité Iron Joe se trouvant à plus de 9 pouces d'une figurine ennemie, cette unité peut se déplacer de D6 pouces. C'est putain de fort. Ouais, c'est très très fort. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'à la phase des héros adverses, il va pas vous mettre son petit Arcane Ball parce qu'il sait plus quoi faire dans votre pack de brut ou dans votre Mokresha, parce qu'il va réavancer de D6. Et en fait, on peut tricher avec ça, parce que les orques sont brutaux, mais ils sont rusés. Alors, il faut imaginer, dans votre phase des héros, vous vous mettez un petit coup de Endless Spell dans vos propres unités, hop, elle cavale de D6.
Vous sautez sur le terrain qui vous met une blessure mortelle et qui vous permet de relancer les 1, hop, vous cavalez de D6. Voilà, vous foncez dans les spells en face. Donc en fait, vous pouvez faire ça pendant votre phase des héros, pendant la phase des héros de l'adversaire, pendant la phase de tir de l'adversaire. Et en moyenne, il suffit de le faire 1 à 2 fois dans la game pour gagner un tour sur le déplacement. Donc en fait, vous allez vraiment impacter votre adversaire T2 et s'il n'est pas prudent, T1. Voilà, surtout en combinaison avec la règle qui arrive juste derrière. Ça va être la règle redoutable destructeur. Les Eironjo ne laisseront rien les empêcher de mettre la main sur leurs ennemis. Arcachon, tout ça, tout ça. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à votre phase de héros. Dans ce cas, choisissez une unité Eironjos ami entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros Eironjos ou à 18 pouces si celui-ci est votre général. L'unité doit effectuer un mouvement normal si elle est à plus de 12 pouces de toute figurine ennemie, doit combattre si elle est à moins de 3 ou alors doit charger dans tout autre cas, sous-entendu, si elle est à moins de 12. Ça tabasse, hein. C'est hyper fort. C'est hyper fort. Alors, une unité ne peut être la cible d'une seule fois par tour de cette allégeance-là, enfin de cette aptitude de commandement-là. Mais concrètement, mouvement normal, ça veut dire que vous avez le droit de courir. Hein. Donc dans votre phase des héros, vous pouvez très bien imaginer, vous êtes sur un scénario à 18 de votre adversaire avec des cochons qui ont quand même un mouvement correct, un spell qui leur passe dessus, D6, aptitude, ils rebouchent, ils courent, c'est bon, ils sont à 3 pouces de l'adversaire. Voilà, et vous n'avez même peut-être pas besoin de courir pour déclencher la charge tout de suite derrière avec le +1. Et si vous êtes au corps à corps, vous pouvez directement taper. C'est très très fort. C'est cette aptitude qui est vraiment très balèze et qui rend l'armée Eironjo parfaitement jouable en elle-même sans aller chercher la big wag. C'est vraiment une très très bonne aptitude. C'est super cool puisqu'on avait l'habitude de jeter un dé sur un 4+, on pouvait faire un move et ainsi de suite. Ouais. Là, c'est beaucoup plus Automatique. stable en fait. Donc Automatique. c'est mieux. On continue avec à la castagne. À la phase de combat, après qu'une unité Eironjos ami a combattu, si ses attaques ont provoqué la destruction d'au moins une unité ennemie, vous pouvez choisir une unité d'Eironjos ami qui n'a pas encore combattu à cette phase et qui se trouve à 3 pouces ou moins d'une unité ennemie. Cette unité combat immédiatement avant que l'adversaire choisisse une unité pour combattre à cette phase. Cette unité amie ne peut pas combattre à nouveau avec ce mécanisme-là. C'est un petit peu ce qu'on avait avant avec les charges irrésistibles, sauf que là, c'est une unité voisine qui fait ils sont pas meilleurs que nous. Bah hein. non, on Et va leur donc- montrer. Bah, en fait, c'est vraiment très fort parce que si on se débrouille bien et qu'on n'a pas des unités vraiment trop tanky en face, genre des Ergward, Berserker ou des choses comme ça, on va se retrouver avec une armée idonette au T3. C'est-à-dire que chacune de nos unités va pulvériser le mec en face, et croyez-moi, quand vous verrez les profils, les synergies, vous allez le faire, et vous allez enchaîner les unités. Je te détruis ton cordon, je te détruis ça, je te détruis ça. Donc cette règle qui a l'air pas grand-chose au début, va aussi induire une manière de jouer l'armée, et va la rendre très très efficace aussi. C'est marrant ce que tu dis, puisque, alors, on en parlera certainement tout à l'heure quand on se projettera un petit peu plus sur table, avec les listes ou avec ce genre de choses, mais souvent, en fait, le contre pour les joueurs qui vont être en face des Eironjos, ça va être de mettre des lignes, des cordons Ouais. en fait, en face de tout ça. Sauf qu'on n'oublie pas qu'on a le dash jump. Et donc en fait, on va être capable de, avec un petit groupe, pourquoi pas, hein, c'est une petite squad d'orques qui sont téléportés, qui arrivent dans un coin de table, qui vont charger en coin, Ouais. et toi derrière, tu vas impacter le premier cordon. Et le gars, en te donnant un cordon, en fait, il va aussi te permettre d'aller sniper avec ce avec quoi Ouais. tu as chargé à 8, Ouais. ce qu'on a vu ici. Il y a vraiment beaucoup de choses comme ça qui vont être très En intéressantes fait, avec la, les petites la squads. synergie de toutes ces règles fait que l'armée est extrêmement nerveuse. C'est un gameplay qui est très agressif, qui est très orc, vous allez vraiment arriver très vite. C'est-à-dire que votre adversaire qui vous tire dessus, il va vous tuer quelques mecs, il voit les autres arriver encore plus vite, et il peut pas. Ce qu'on faisait avec alors vraiment, à moins de faire un oignon avec une multiplicité de couches, ça va être quand même assez difficile à écranter, parce qu'ils vont vous rentrer dedans très vite et très fort. Voilà. Donc ça va être un gameplay très nerveux, et c'est assez intéressant, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas d'armée qui avait vraiment ce style-là, d'ADN extrêmement agressif, aussi rapide, donc c'est sympa. Et ça va créer des réactions chez l'autre en mode il n'y a pas de bonne solution. Si je pète ça, il va arriver ici. Si je pète ça ou si je bloque ça, à côté de ça, il va pouvoir. Donc c'est quand même assez sympa. Ouais, le mieux quand vous commencez à tirer sur une unité, c'est de la finir. En fait. Parce que si elle commence à avancer trop vite, vous allez trop lui donner de bonus. Donc vous commencez une unité, il faut essayer de la terminer. Yes. Et enfin, dernière aptitude, ça va être la WAG Eironjos. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement une fois par bataille au début de la phase de combat. Si vous avez une armée Eironjos et que votre général est un méga boss et se trouvant sur le champ de bataille, dans ce cas, jetez un dé et ajoutez au résultat le nombre d'unités Eironjos amis entièrement à 18 pouces de ce général. Si le résultat est 11 ou moins, jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque pour les Eironjos entièrement à 18 pouces ou moins de ce général. Si le résultat est 12 ou plus, alors ajoutez 2 au nombre d'attaques. Alors très honnêtement, le 12 va être quand même compliqué à aller chercher. Parce qu'il faudrait statistiquement avoir entre 8 et 9 unités pour l'avoir de manière fiable, et vu les coûts en points de l'armée, on l'aura pas. Mais rien que le 11, hein, en fait, le 11 au moins, ça suffit, le plus une attaque, combiné à la règle d'avant, ça a un petit côté idonette. Ça a un petit côté, toutes mes unités vont taper en premier, avec le fameux tour 3, où en plus j'ai plus une attaque. Franchement, c'est pas mauvais. Et ça met pas les mêmes tartés que les idonettes, hein. Donc franchement, c'est sympa. On enchaîne ensuite avec les traits de commandement. Ceux-ci vont être répartis justement dépendamment des types de personnages qu'on va choisir pour être le seigneur de guerre. Là, on va commencer par le méga boss avec seigneur de guerre cuirassier. Il y en a 6, on va les faire très vite et tu t'arrêteras justement quand tu penseras qu'il y a une synergie qu'il faut mettre en avant. On commence avec montagne de muscles. Après que ce général a effectué un mouvement de charge, vous pouvez choisir une unité ennemie à 1 pouce ou moins de ce général et jeter un dé sur 2+. L'unité subit des 3 blessures mortelles.
c'est pas mauvais en soi, mais il y a quand même tellement mieux derrière que rajouter un petit peu de dégâts, même si c'est de la blessure mortelle, sur des personnages qui mettent énormément de baffes par eux-mêmes, je pense que c'est pas indispensable. Ok, ensuite on va avoir Ni pour se battre. Vous pouvez relancer les jets de blessure pour les attaques de ces générales et sa monture s'ils ont effectué un mouvement de charge à ce tour. Bon, alors ça déjà c'est vachement meilleur. Parce que déjà, là ça inclut la monture. Alors que la plupart du temps, les aptitudes de commandement n'incluent pas la monture. Enfin, les traits de commandement, pardon, n'incluent pas la monture. Alors que là, c'est le cas. Et quand on voit que la monture, c'est le Mokrocha, et qui met quand même des énormes baffes. Alors, c'est intéressant parce que souvent, tu sais, on a mi-chemin entre se dire ouais, mais est-ce qu'on préfère un totem ou, on va dire, rendre plus fort ou plus charismatique une pièce de son armée. Sauf que là, quand la pièce de cette armée, elle vaut 450 points, 460 points, pardon, et que c'est elle qui te remonte la game, et ben là, tu lui mets son Ouais, petit franchement, celui-là, il se justifie sur un méga boss sur Mokrocha qui peut vraiment mettre des tartines. Je crois qu'il peut monter à 60 PV enlevé, ce qui est monstrueux. Donc franchement, relancer les blessures, sachant qu'en général, c'est lui qui va charger, on connaît tous les bonus qu'ils ont pour charger, c'est vraiment pas si mal. Tout à l'heure, tu parlais de brutal, mais aussi rusé. Là, ça va être ruse de ouf, puisque une fois par round de bataille, ce général peut utiliser l'aptitude de commandement redoutable destructeur sans dépenser un point de commandement. Donc c'est l'aptitude de commandement qui permet de bouger si on est à plus de 12, sinon de charger si on est à moins de 3 de taper. Donc c'est quand même une des meilleures aptitudes du Battle Tome et de l'armée. Ça reste toujours un point de commandement offert, ce qui est pas si mal. Maintenant, je pense que si on investit sur un perso sur Mokrocha, on va le rendre soit plus tanky, soit encore plus violent que ce qu'il n'est déjà. On n'ira pas forcément chercher ça. Par contre, à petit format, ou si votre général est un warboss à pied, ou un warchanteur, ou un chaman, c'est quand même pas si mal. Alors ensuite, on va passer à cuirassé. En général, c'est pas ouf, mais là, il y a moyen de monter dans du combo sale. Ça va être ajouter 1 au jet de sauvegarde pour les attaques qui ciblent ce général. Alors ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est que le personnage sur Mokrocha, il a 15 PV, save à 3. Donc là, il faut imaginer qu'il a quand même 15 PV, save à 2. Il commence à avoir un tanking qui est très correct. À ne pas prendre pour les autres personnages, mais sur un Mokrocha, vraiment, pourquoi pas. On continue. Cette fois-ci, on est dans le charisme de Orc, puisque charisme bestial, une fois par bataille, ce général peut utiliser l'aptitude de commandement présence exaltante sans dépenser un point de commandement. Alors déjà que suite tout à l'heure sur une vraie aptitude très très forte, je le trouvais un peu en dessous. Celui-là, je le trouve encore un peu en dessous, donc pour moi, malheureusement, non. Et enfin, ça va être WAG puissante. Si ce général a l'aptitude de commandement WAG Iron Jaws, comptez le nombre d'unités éligibles à 24 pouces de ce général au lieu de 18. De plus, en cas de réussite, bien évidemment, l'aptitude impactera les unités à 24 et pas à 18. Bah, ça aurait pu être séduisant, maintenant je pense pas que c'est les 6 pouces qui vont vraiment changer quelque chose. Je pense que c'est la composition de votre armée qui fera que vous n'aurez de toute manière pas assez d'unités pour le déclencher à 12, à moins vraiment de jouer un build MSU qui n'est pas l'ADN de ce que veut vous amener le Battle Tome. Donc non, celui-là, je pense pas. Voilà. Donc Ok. pour une fois, contrairement à ce qu'on dit d'habitude, on n'ira pas forcément chercher le totem, on ira chercher le gros bœuf. Voilà. Yes. On va maintenant passer au trait de commandement pour les chamans. Et d'ailleurs, on reste encore une fois dans le charisme un peu farfelu des orques. Et on sent que les traducteurs se sont quand même éclatés, puisque ça va être champion des arbres. Ouais. Si pour le coup, quasiment tout est traduit. Ouais. Et c'est assez sympa ce coup-ci. Carrément. On va commencer, il y a 3 traits de commandement. Le premier va être rusé à mort. Au début du premier round de bataille, vous pouvez recevoir des 3 points de commandement supplémentaires. Bah ça c'est bien. Voilà, ça pour le coup, vous allez récupérer 2 points de commandement, donc en moyenne 100 points, sur un chaman qui en vaut 110. Donc ça vous rentabilise quasiment le chaman. Voilà. Donc pour le coup, les persos warchanteurs, par exemple, qui ne sont pas des méga boss, vont aller chercher les petits traits qu'on a vus tout à l'heure qui donnent des points de commandement gratuits pour certaines aptitudes. Si c'est un chaman, vous ne vous posez pas de questions, celui-là est très très bien. Ensuite, on va avoir maître des arbres. Ajouter 1 au jet de lancement de conjuration de dissipation pour ce général. C'est pas mauvais, parce qu'il y a des sorts qui sont un peu durs à faire passer. Maintenant, par rapport à la puissance brute de D3 points de commandement en plus, je pense qu'il est un peu en dessous. Mais en soi, c'est pas mauvais. Et ensuite, on va avoir surpuissant. Ce général connaît un sort supplémentaire du domaine des arbres. De plus, il peut tenter de lancer un sort supplémentaire à votre phase de héros. Bah, ça le transforme en personnage niveau 2, mais sans bonus de lancement. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait eu la fusion des deux d'avant, un sort en plus avec plus 1, comme on a dans certains Battle Tomes, ça aurait été vraiment bon. Là, du coup, si vous voulez le rendre meilleur en magie, vous irez, je pense, plus chercher le bonus pour le lancement de sort, sachant que le sort que vous avez vraiment envie de faire passer, c'est la main de Gork, enfin c'est le dead jump. Mais je pense que les points de commandement sont quand même un peu au-dessus, parce qu'on a vu que dans cette armée, on avait beaucoup besoin de points de commandement, notamment pour faire le destructeur déchaîné à chaque round, voire sur plusieurs unités, quoi. Donc ça va être une grosse usine à points de commandement, cette armée. Avant de passer aux artefacts, dans quel cas est-ce que toi, de ton point de vue, tu choisirais un méga boss en tant que seigneur de guerre, qui soit à pied ou sur Mokrocha, ou alors un chaman, qui soit avec ou sans charisme? Alors moi, je pense que je prendrais toujours un méga boss, à format 2000 points sur Mokrocha, parce qu'en termes de top charisme, c'est quand même un gorille lézard qui vole le Mokrocha, enfin c'est la fille la plus charismatique de l'armée. Le méga boss à pied se justifie, alors après tu as la question du petit format, un 1000 points,
Entre le méga boss à pied et le chaman, là je réfléchirais. Peut-être que j'irai chercher le chaman pour les points de commande. À 2000 points, je me pose pas la question, je prends un méga boss sur Mokrocha. Ou Gordrak, systématiquement. Ok. On va maintenant passer aux artefacts. Comment est-ce qu'on va équiper justement ces personnages? On commence par les méga boss avec Ulmago du boss, avec l'armure de Gork. Si les jets de sauvegarde non modifiés pour une attaque d'arme de mêlée qui cible le porteur est 6, l'unité attaquante subit une blessure mortelle après avoir résolu toutes ses attaques. Alors en fait, sur les méga boss à pied, ils ont le point fracasse-dents. Et c'est une des options d'équipement du méga boss sur Mokrocha, qui fait exactement la même chose en fait. Quand vous faites un 6, vous renvoyez une mortelle. Donc pourquoi pas combiner les deux, sachant qu'à chaque fois que vous allez faire un 6, vous allez renvoyer 2 mortelles. Sur un méga boss sur Mokrocha qui a 15 PV, pour le tomber, il va quand même falloir faire beaucoup d'attaques, et donc il va faire beaucoup de jets de sauvegarde, donc potentiellement pas mal de 6, ce qui va envoyer 2 mortels à chaque fois. C'est pas si mauvais pour ça. Carrément. Ensuite, on va avoir le destructeur. Choisissez une des armes de mêlée du porteur. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, vous pouvez ajouter 3 à la caractéristique de dégâts jusqu'à la fin de cette phase. Alors ça, c'est l'armageddon absolu. Parce qu'en fait, l'arme de base du méga boss sur Mokrocha, il y a 8 attaques sur l'arme. C'est 3+, reine -2, dégâts 2. Donc il faut imaginer qu'avec le War Chanteur, on va passer à dégâts 3, parce que le War Chanteur a une capacité qui rajoute plus d'une attaque. Donc on est déjà à 8 attaques, 3+, reine -2, dégâts 3. Et une fois par tour, avec cette abomination, on va monter à dégâts 6. Vous allez balancer 8 pains, dégâts 6, flat, sachant que votre 3+, vous pouvez le stabiliser en 2+, relance les 1, et que votre 3+, pour blesser, avec le trait de commandement qu'on a vu tout à l'heure, si vous avez chargé, vous pouvez le relancer. Donc vous pouvez mettre 48 PV avec ce gars-là à reine -2. D'habitude, j'aime pas les armes qui boostent les mecs, mais là, il te met une baffe, il t'envoie dans la lune. Donc franchement, ça là, je l'aime bien. Il te sort ça lors d'un Magora. Le mec sort pas de sa tente. Il a gagné. Il reste dans son bivouac. Sylvanas Coursevent, je vous défie, Magora! Ensuite, on va passer à Onction de Mork. Jetez un dé à chaque fois qu'une blessure ou une blessure mortelle est allouée au porteur. Sur du 6, elle sera annulée. Je préfère sur du 6 renvoyer les blessures, c'est plus orc dans l'esprit. Donc ça, c'est un truc d'elfe, on prend pas. On est d'accord. La dent d'or. Ne faites pas de test de déroute pour les unités Air Rangers tant qu'elles sont entièrement à 12 pouces ou moins de ce personnage. Alors c'est pas mal, encore une fois, sur le Mokrocha, les gens vont vraiment finir par croire que j'ai une fixette sur le Mokrocha, ce qui est le cas, j'adore la fille. Mais effectivement, comme il a un très gros socle, le rayon de 12 pouces est vraiment correct. Après, en fonction du build de l'armée que vous allez avoir, soit vous n'avez pas des très grosses unités, notamment dans le cas des brutes, mais qui n'ont pas une bravoure exceptionnelle, soit vous avez des régiments de hardboy, donc les anciens orques noirs, qui eux ont une bonne brèverie. Donc je pense que l'objet ne se justifie pas forcément, même si d'habitude c'est très fort. En Bone Splitter, on le prend tout de suite. En Iron Joe, je pense qu'on en a moins besoin. Ok, ensuite on va avoir Griffe de Metal Ripa. Choisissez une des armes de mêlée du porteur. La caractéristique de perforation de cette arme devient -3 avant toute autre modification appliquée à la caractéristique de perforation. C'est pas mal, mais entre -3 en Et reine, dégâts sachant 6. qu'on a -2 et dégâts 6, je prends le dégâts 6. On est d'accord. Et je mets des baffes. Et ensuite, on va finir avec Broche du Boss. Cet immense pic expose les têtes des rois vaincus depuis les mains siècles. Et ça, les gars, il faut le représenter sur votre figurine. Ouais. C'est trop stylé, quoi. C'est Ne serait-ce que triste. pour le mettre dans le cul de vos potes, en mode, tu te rappelles le dernier game? Je l'ai mis. Ouais, coupez-lui la tête de son général, mettez-la sur la pique. Ouais. Exactement. Ajoutez 1 à la caractéristique de bravoure des unités Air Rangers amis tant qu'elles sont entièrement à 18 pouces ou moins du porteur. Soustrayez 1 à la caractéristique de bravoure des unités ennemies étant à 12 pouces. Et en plus de ça, votre ami doit vous offrir une figurine Game Workshop si jamais vous le battez. Voilà. C'est écrit. Donc c'est très stylé, ça sert à se faire offrir plein de figues, mais c'est nul. Donc on le prendra pas. Oh non. Désolé. Ensuite, on va passer aux artefacts pour les Weird Boy Shaman avec les babioles de Zarb. On va commencer avec Vive Verte Vision. Jetez un dé au début de votre phase de héros. Sur 4+, vous recevez un point de commandement. T'as passé le vive verte vision du premier coup, je suis fier de toi. C'est pas facile. Tu vois, Surtout pour moi avec ma diction, c'est pas facile. celui-là, il est vraiment pas mal. En fait, il y a, pour une fois, enfin, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu, plein de bons bataillons. Donc on va souvent avoir 2 artefacts. Et comme le chaman est un élément quand même assez indispensable du mécanisme de jeu des Iron Joe, sauf dans un build où vous jouez que des gorets, ce qui est très sympa aussi. Mais dès que vous jouez des piétons, vous allez envoyer des dead jump, donc d'avoir un chaman, pourquoi pas prendre ça pour qu'il gagne encore des points de commandement. Voilà, parce que pour le coup, ça va permettre d'enchaîner les destructeurs déchaînés. Et on va vraiment voir toutes ces vagues qui vont avancer. Ensuite, on va avoir Parure d'os d'ambre. Ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée du porteur et ajouter 1 au jet de sauvegarde pour les attaques qui ciblent ce porteur. Ouais, alors vous n'allez pas envoyer votre chaman au close, parce que lui, pour le coup, c'est pas une brute de guerre, donc cet objet, je l'ai pas compris. Et puis, il a pas une save extraordinaire, donc même à couvert, essayer de le rendre tanky, non, c'est pas bon, ça. Ok, et enfin on va finir avec Cap Crâne Chamanique. Ajouter 1 au jet de lancement pour le porteur. De plus, si un sorcier ennemi est tué par des blessures infligées par des attaques de mêlée de ce porteur, vous pouvez choisir un sort connu par le sorcier tué et alors tu l'apprendras. Alors ça aurait pu être vachement sympa si on avait pu apprendre le sort en défonçant le sorcier à la magie.
parce qu'on lui aurait mis des coups de boule, enfin les gros sorts orques, on aurait appris ses sorts. Là, il faut aller le tuer au corps à corps. Donc il faudrait mettre l'autre artefact pour que le mec soit un peu moins mauvais, mais on peut pas mettre 2 artefacts au même personnage, donc malheureusement c'est un peu triste. La seule chose qui est intéressante, c'est qu'il a plus en lancement. Avec le trait général qu'on a vu tout à l'heure, on peut avoir un chaman orc qui monte à plus 2. Mais c'est quand même beaucoup de ressources investies et en traits généraux et en artefacts pour aller chercher entre guillemets un simple plus 2. On a mieux à faire. Mettre des tartes. On continue ensuite avec les traits de monture Iron Jaws, donc notamment pour le Big Boss sur Mokrocha. On va avoir énorme, ajouter 1 à la caractéristique de blessure de cette figurine. Véloce, ajouter 2 à la caractéristique de mouvement de cette figurine. C'est pas si mal, mais il y a mieux. Méchant, ajouter 1 à la caractéristique de dégâts des énormes points et de la queue lamée de cette figurine. Voilà, ça c'est mieux, parce qu'il a quand même 8 attaques sur les énormes points et la queue lamée. Donc c'était 8 attaques dégâts 2, ça devient 8 attaques dégâts 3, War Chanteur, ça devient 8 attaques dégâts 4. Alors je vais 8 pas x dire 4. Pride, mais dans un jeu de mouvement, les 2 pouces aussi c'est pas mal. Ouais, mais là, pour le coup, on va oublier le mouvement et on va mettre des tartes. Ensuite, on va avoir lourd, ajouter 1 au jet de masse dévastatrice pour cette figurine. Non, ce qui y vit est pas bon. De quoi? Bah, c'est lourd. Ce qui y vit est pas bon. Oh, on en est là! Oh, bah oui. Oh, d'accord! Ensuite, on va avoir bruyant. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, cette figurine peut pousser un puissant rugissement. Dans ce cas, jusqu'à la fin de cette phase, soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques de figurines ennemies à 3 pouces ou moins de celle-ci. C'est pas mal aussi parce qu'on a vu qu'on pouvait faire un Mokrocha très tanky avec par exemple save à 2, etc. Donc save à 2, moins 1 pour toucher pour l'adversaire. Voilà, soit on veut mettre des gros pains, soit on veut avoir un tank. Moi je préfère mettre des gros pains pour le coup, mais le tank se défend parfaitement. Et enfin, Zarbi. À chaque fois que cette figurine est affectée par un sort ou un sort persistant, jetez un dé sur 4+, elle ignorera les effets. C'est pas mauvais non plus, parce que la grosse faiblesse du Mokrocha, ça va aussi être de se prendre une tonne de BM, donc en ignorer une sur 2, c'est pas mal. Alors ce qu'il faut noter, c'est que si vous avez un bataillon dans votre armée, vous pouvez mettre un trait de monture, comme les artefacts en fait, vous pouvez mettre un trait de monture supplémentaire. Donc si vous êtes un vrai poète et que vous jouez 2 persos sur Mokrocha avec un bataillon, vous pouvez mettre 2 traits de monture sur vos 2 Mokrocha. Donc c'est un vrai bon bonus gratuit qu'on est content de prendre. On continue ensuite avec les rythmes de guerre des War Chanters. Il faut savoir que les War Chanters, c'est des prêtres qui vont lancer des prières, mais ceux-ci n'ont pas de prière spécifique à leur War Scroll. C'est-à-dire que systématiquement, ils devront en choisir une ici au début de la game. On va avoir rythme de chopage. Au début de votre phase de charge, une figurine qui connaît ce rythme de guerre pourra l'utiliser, jeter un d'or 1D, et sur 4+, on pourra choisir une unité Iron Jaws à 12 pouces ou moins de ce War Chanter. À cette phase, vous pouvez tenter de charger avec cette unité. Si elle est à 18 pouces ou moins de l'ennemi au lieu de 12 pouces, jetez alors 3D6 à la charge. Oui, alors le problème c'est que c'est 4+, et qu'il n'y a quasiment aucun moyen de le fiabiliser. Je crois qu'il n'y a aucun moyen de le fiabiliser tout le Battle Tom. On n'a pas de décor, on n'a pas de trait de généraux, on n'a pas tout ça, donc c'est très aléatoire, une chance sur 2. Mais la charge à 3D6 et à 8, parce que vous avez le plus 1 de tout à l'heure, voilà, c'est très fort. Franchement, c'est une très très bonne prière. C'est un gros boost pour l'armée. Ensuite, on va avoir rythme de soin. À votre phase de héros, une figurine qui connaît cette prière va pouvoir tenter justement de la faire. Choisissez alors une unité amie à 12 pouces ou moins et jetez un dé. Sur un 4+, on pourra guérir jusqu'à 1 des 3 blessures. Alors normalement, c'est le genre de truc gadget qui est nul. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les prières des War Chanters, on ne peut tenter qu'une seule fois une seule prière. Donc on va systématiquement prendre la une. Et si on a 2 War Chanters, ce qui va souvent être le cas, il faut bien mettre une prière sur le deuxième. Donc pourquoi pas ça là? Parce que soigner un Mokrocha tanky, c'est très fort. Et enfin, dernière prière qui va être Reud de la tuerie. Au début de la phase de combat, une figurine qui connaît cette prière va pouvoir le faire. Choisissez alors une unité ennemie à 12 pouces ou moins du War Chanter et jetez un dé. Sur 4+, on pourra alors ajouter 1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent cette unité. Alors, ça c'est fort. C'est pas mauvais aussi, donc ça met en comparaison avec le heal de D3. Donc le heal de D3, déjà, si vous jouez pas de Mokrocha, vous la prenez pas. Donc vous prenez automatiquement celle-là sur votre deuxième War Chanter. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aptitude de commandement du Méga Boss fait la même chose. Donc après, entre utilisation de CP, sachant qu'on va en avoir besoin, ou aléatoire sur 4+, moi je préfère encore une fois la fiabilité d'utiliser un CP, même si c'est des ressources. Mais pourquoi pas, franchement, ça se justifie aussi. Bon, après, c'est un choix entre ça et la prière de soin. Mais par contre, vous prendrez toujours la première. Ok, ensuite on va avoir les domaines de sort Iron Jaws, on va avoir les domaines des arbres. En premier sort, on va pouvoir choisir le Plose Tête, qui a une valeur de lancement de 5. S'il est lancé avec succès, choisissez une unité ennemie à 16 pouces ou moins et visible du lanceur, et jetez 2d6. Si le résultat est supérieur ou égal à la caractéristique de bravoure de l'unité choisie, elle subira des blessures mortelles, sinon ça sera D3. Et bah franchement, c'est un très bon projectile magique, avec une portée correcte. Qui se lance très facilement, ça. Qui se lance très facilement, encore une fois, et il y a beaucoup d'unités qui ont une braverie inférieure à 7, c'est-à-dire la moyenne des 2d6. Je pense qu'à tout ce qui est Scaven, ce genre de choses, et prendre des blessures mortelles sur leurs sorciers, ils vont pas aimer. Donc franchement, c'est un bon spell. Non, carrément. Ensuite, on va avoir Coup de boule, qui est une valeur de lancement de 5. Si lancé avec succès, choisissez un héros ennemi à 16 pouces et visible du lanceur. Ce héros subit alors des 3 blessures mortelles. Si ce héros est un sorcier, alors il subit des 6 blessures mortelles. Tu vois, le petit sorcier Scaven dont on parlait il y a 2 minutes, il se prend le Plose Tête à D6, il se prend le coup de boule à D6, donc il est mort.
Voilà, donc les orques flinguent vraiment bien les petits persos adverses à distance avec leur magie. C'est très sympa ça. Ouais, ou alors les persos Fire Slayer qui portent l'armée en fait. Ouais, mais qui prendront que des 3, Ouais. c'est pas des sorciers. Ouais, Par mais quand contre, ils ont entre 4 et 6 PEV, voilà. Quoi. ouais, par contre, la petite méduse Elfenor qui porte ton Mindrazor et qui porte ton armée et qui se prend son D6, elle aime pas trop. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ensuite, on continue, on va avoir Regard Cuisant, qui est une valeur de lancement de 6. Si lancé avec succès, choisissez un point du champ de bataille à 4 des 6 pouces et visible du lanceur. Tracez une ligne droite imaginaire de 1 mm. Toutes les figurines qui sont traversées par cette ligne sur un 4+, subiront une blessure Ah, ça, mortelle. c'est les sorts que j'aime pas, les sorts à rayon avec un aléatoire à 4d6, donc vous allez à la 13 en moyenne, mais vous pouvez faire très loin comme très petit. Le seul truc qui est bien aussi avec ce sort-là, même si c'est malheureusement très aléatoire en termes de portée, c'est que vous pouvez vous taper vous-même en face de héros pour avancer plus vite. C'est un de vos seuls sorts qui permet de le faire si vous ne jouez pas de Headless Spell. Mais c'est vraiment le seul intérêt de ce sort, c'est son potentiel offensif est quand même assez faible. Yes, ensuite on va avoir Eulgrand Main de Gork, qui a une valeur de lancement de 7. Si lancé avec succès, choisissez une unité amie Iron Jaws entièrement à 24 pouces ou moins et visible du lanceur, et à plus de 3 pouces de toute figurine ennemie. Retirez cette unité du champ de bataille et replacez-la n'importe où à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Cette unité ne pourra pas se déplacer à la phase de mouvement, bien évidemment, c'est un dad jump. J'ai gagné, moi, grand général. Voilà, concrètement, c'est ça. Ce sort est extrêmement fort. Il a une très bonne portée en plus, parce que entièrement à 24 pouces de ton chaman, tu peux quand même aller chercher beaucoup de choses. Il y a le petit garde-fou qui fait qu'on ne peut pas téléporter des unités qui étaient déjà au corps à corps. C'est pas un disengage, ouais. Voilà, donc si votre adversaire vous lock, il vous empêchera de vous téléporter. Mais la vitesse combinée d'une unité avec laquelle vous allez mettre tous les bonus, et l'autre qui est un peu à la traîne, que votre adversaire n'a pas tapé, sur lequel vous n'avez pas utilisé le destructeur déchaîné, vous la TP avec ça. Franchement, c'est le sort qui rend cette allégeance vraiment viable et vraiment forte. On est d'accord. Ensuite, on va avoir Kraselé, qui est une valeur de lancement de 8. S'il est lancé avec succès, jusqu'à votre prochaine phase de héros, vous pouvez ajouter 1 au jet de blessure pour les attaques des unités Iron Jaws amis entièrement à 16 pouces de cette figurine. Bah, c'est très bon aussi, hein. Vous avez des mecs qui blessent quasiment à 3 sur toute l'armée, bah, là, ils vont blesser à 2. Donc c'est bien, continuez à mettre des tartes. C'est très très bien. Ensuite, Colère de Gork, qui a une valeur de lancement de 8. Aussi, choisissez une unité ennemie à 16 pouces ou moins et visible du lanceur, puis jetez 2 dés pour chaque unité Iron Jaws amie de 2 figurines ou plus se trouvant entièrement à 16 pouces ou moins du lanceur. Pour chaque 2+, vous pouvez infliger une blessure mortelle à l'ennemi. Ça met énormément de pain. Le problème, déjà, c'est que ça prend pas en compte les personnages. Alors ça, c'est le garde-fou parce que sinon, ça aurait été très très fort, et que c'est 8. Et que 8, c'est quand même compliqué à aller chercher si vous n'êtes pas allé chercher le plus 1 pour lancer les sorts en artefact ou le plus 1 pour lancer les sorts en trait de généraux. Donc malheureusement, le sort, il fait très mal, mais je pense qu'il sera trop dur à lancer. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de 15 chamans dans l'armée. Vous en jouerez forcément un pour la main de Gork, parce que c'est trop fort, sauf à jouer full cavalerie. Et si vous en jouez un deuxième, vous prendrez plus le sort qui fait plus 1 pour blesser, plutôt que celui-là. Donc c'est un très bon sort, mais trop dur à lancer malheureusement. On a fait le tour justement de toutes ces petites aptitudes qui vont faire l'allégeance des Iron Jaws avec les traits de seigneur de guerre, les artefacts et là le domaine de magie, et tout est globalement bon. Bah, ça met quand même des grosses baffes et ça permet d'aller encore plus vite pour mettre les baffes chez l'autre. Donc c'est cohérent et c'est très fort. Voilà. Et surtout, la bonne surprise, ça vient aussi du domaine de magie. Avant, ils n'en avaient pas du tout. Ils ont commencé à en avoir un sur le Manuel du Général 2019 qui n'a pas du tout été dénaturé par ce Battle Tome-là. Donc c'est très positif. Yes, on enchaîne ensuite justement avec les clans de ces Iron Jaws, on le voyait tout à l'heure, soit on en choisit un et vous allez voir que ça va rigidifier un petit peu la latitude qu'on va avoir sur les traits de commandement et ainsi de suite, soit on n'en choisit pas et on est complètement free, mais ça c'est similaire à pas mal de Battle Tom. Là on va commencer par le premier, c'est les Iron Sun, ils vont avoir comme aptitude générale à partir du moment où tout le clan est Iron Sun, soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques des unités ennemies qui ciblent l'unité Iron Sun au premier rang de bataille. Alors c'est pas mal, ça permet de contrebalancer un peu la faiblesse au tir, parce que concrètement c'est les tours où vous souffrez le plus le temps que vous arriviez. Commencez à mettre -1 sur l'adversaire, donc -2 sur certains des persos qui auront l'attention messire, etc. C'est quand même vraiment pas mauvais. Ensuite, on va débloquer une aptitude de commandement pour l'ensemble de nos héros. Ça va être, c'est bon, chopez-les. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à la fin de la phase de charge adverse. Dans ce cas, choisissez une unité Iron 16 amie à 12 pouces ou moins d'unité ennemie et entièrement à 18 pouces ou moins d'un héros ami et à plus de 3 pouces de toute figurine ennemie. Cette unité peut tenter de charger. En fait, c'est cette attitude de co qui rend le clan Iron Suns extrêmement fort. Parce qu'on va voir, le trait de commandement et l'artefact sont pas terribles, donc limite c'est des pertes d'être obligé de mettre ça plutôt que les excellents qu'on a eu tout à l'heure. L'aptitude du -1 à la touche au premier tour est marrante, mais déjà si votre adversaire tire pas ou est trop loin, que vous pouvez pas le choper, elle peut potentiellement ne servir à rien. Mais charger à la fin de sa phase de charge, avec tous les bonus de charge qu'on a, en termes de latitude de jeu et en termes de réflexion et de mal de tête qu'on va faire sur l'adversaire, donc là le close tête tu l'as naturellement. Mais c'est une aptitude similaire qu'on a avec le piqué de la moto des Custodes sur Warhammer 40 000 et le simple fait de pouvoir charger à la phase de charge adverse, alors là c'est à la fin. Ouais, ça n'empêche pas l'adversaire de charger. Très fort. Et donc en tout cas comme tu l'as dit, ça va vraiment faire des nœuds à l'adversaire et ça c'est super cool. C'est la très très bonne aptitude qui rend ce clan, je pense,
stratégiquement très intéressant. Alors on parle d'orc, hein, donc la stratégie c'est de venir encore plus vite mettre des baffes, mais il faut quand même imaginer que rien qu'on charge un cordon avec des brutes derrière, qui ont une range de 2, et le gars il peut vous contrecharger direct avec ses brutes, vous allez taper que sur le cordon qui est en socle de 32 et vous allez vous faire laver par les brutes derrière tout de suite en fait. C'est à peu près un équivalent d'un piling à 6 où on peut se cacher et faire ce genre de piège, donc cette aptitude est vraiment très forte. Yes. Ensuite, la contrepartie, c'est d'avoir l'imposition du trait de commandement et de l'artefact. On va avoir point droit de Dagbad. Au début du premier round de bataille, vous recevez un point de commandement supplémentaire. Alors c'est pas si mal, on le prendra. Alors à noter qu'on est obligé de le mettre sur un méga boss, sur un général méga boss. C'est-à-dire que si vous prenez votre général et que c'est pas un méga boss, vous esquivez ça et vous pouvez prendre un autre trait de commandement. Et si vous prenez un méga boss sur Mokrasha qui pourra charger pendant la fin de la phase de l'adversaire, vous êtes obligé de lui mettre ça. Ce qui veut dire que vous n'avez pas les bons traits qu'on a vus tout à l'heure. C'est le petit défaut, mais il fallait bien que ça en ait un. Ensuite, on va avoir comme artefact obligatoire, comme tu l'as dit, pour le premier méga boss qui recevra un artefact. Sous-entendu, là, on ne peut pas tricher. Non, on peut pas tricher. Armure bénie, parole soleil. Diminue de 1 la caractéristique de perforation des attaques qui ciblent ce porteur. C'est pas si mauvais, le problème c'est qu'on peut pas faire la combo save à 2 et j'ignore la reine -1 parce qu'on est obligé de prendre l'autre trait de commandement. Voilà, ça c'est le seul petit problème. Ou alors faut prendre 2 méga boss et tourner un peu autour de ça. C'est pas mauvais en soi comme artefact, mais ça nous empêche la latitude. Enfin c'est classique avec les loges, etc. On est obligé de prendre ce qu'ils nous proposent dans la loge. Là ils ont été un tout petit peu plus rusés, ils ont vraiment limité les mots-clés, comme ça on a moins de latitude qu'avant. Ah, c'est vrai. Ensuite, on va passer au deuxième clan qui vont être les Blood Tooth. À ne pas comprendre avec les fonds. Chasse. Qui vont avoir comme aptitude, comme ça il ne pourra pas couper, chasse et écrase. Ajouter 1 au jet de course et de charge pour les Blood Tooth. Le modificateur au jet de charge se cumule au modificateur impatient d'en découdre. Donc là, en fait, si on se posait la question, et ça ils le font plusieurs fois dans ce Battle Time, je trouve ça très bien, ils nous disent directement c'est +2. Il n'y aura pas de fac dans 15 jours. Non, il n'y aura bon, pas de clair. fac, c'est direct +2. C'est quand même vraiment très bon Ouais. d'avoir +2. Hein, parce que du coup, après une main de Gork ou n'importe quoi d'autre, on passe sur des charges à 7. Potentiellement à 3d6 avec le War Chanter. Donc on les loupera plus celle-là. Mais c'est bien parce que tu parles systématiquement justement du dash jump. Il ne serait pas nécessairement à côté d'un personnage pour claquer le PC générique. Donc c'est bien qu'ils aient une autre source de fiabilisation quelque part. Ensuite, en aptitude qu'on va débloquer pour les personnages, ça va être foncer dans la brèche. Bluetooth, tout ça. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à la fin de votre phase de combat. Dans ce cas, choisissez une unité amie qui a combattu à cette phase et se trouvant entièrement à 24 pouces ou moins d'un héros Bluetooth ami. L'unité choisie peut effectuer un mouvement normal, mais ne peut pas courir ni se replier. En fait, donc, le fait qu'elle puisse pas se replier, ça veut dire que si tu es loqué au corps à corps avec un adversaire, tu ne peux pas le faire. Donc concrètement, c'est je suis arrivé, j'ai massacré mon adversaire, il n'y a plus une seule figue, je peux rebouger derrière. C'est la fameuse charge irrésistible dont tu parlais tout à l'heure. C'est pas mauvais comme attitude. Et je pense qu'en termes de trick de jeu, ça va apporter pas mal de choses. Parce que ça permet d'impacter un cordon, de le nettoyer, ce qui va être le cas systématiquement. Le rôle d'un cordon, c'est de mourir. Et Et de en le plus, bloquer voilà. en dehors des objectifs, par et exemple. de rentrer quasiment tout près du cordon d'après, ou etc., pour pouvoir réengager sur la phase de héros suivante avec Destructeur déchaîné. C'est vraiment pas mauvais. Ouais, carrément, ouais. Ensuite, on va avoir le trait de commandement obligatoire des Bluetooth. Là, pour le coup, c'est quel que soit le général, on va pas être capable de l'esquiver. Ça va être prenez cette porte, de royaume. S'il y a un ou plusieurs éléments de décor de Baleful Rimgate sur le champ de bataille, quand ce général utilise l'attitude de commandement Wag Aeronjo, ajoutez 2 au jet qui déterminera l'effet aléatoire de l'aptitude. Alors ça, c'est naze. Parce que concrètement, j'ai quand même fait un certain nombre de parties. J'ai jamais vu une Baleful Ringate sur une table. Donc c'est quand même dommage, en fait, d'obliger un trait de commandement, enfin de le lier à un décor qu'on n'est pas sûr d'avoir. Alors si on est en partie entre amis, on peut toujours poser sa Baleful Ringate, mais ça nous donne un avantage indu. Enfin, je l'aime vraiment pas celui-là. Voilà. On est d'accord. Il est même pas justifiable. Alors fluffiquement, oui, mais tactiquement, 0. On est d'accord. Et enfin, l'artefact qui, lui, pour le coup, sera réservé au méga boss, ça va être l'allumette. Ça va être l'allumette. Ça va être l'amulette de Kong Fissa. Une fois par bataille, le porteur peut lancer le sort Eul Grande Main d'Orque, donc le Eul Saut en fait. Ouais. Dans ce cas, le sort est automatiquement lancé, ne jetez pas de D6 et ne peut pas être dissipé. Bah, c'est un méga boss qui devient chaman pour un spell et qui va lancer donc son dash jump. C'est Coin Fissa, tu vois. Et ce qui Voilà. est rigolo pour Il le est pas mal. fluff, c'est que le boss garde tous les gris-gris qui font aller plus vite au combat. Le nom est génial. Voilà. Complètement. Le C'est- nom est c'est génial. orc, c'est trop Donc cool. c'est vraiment pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais parce que concrètement, des vrais dash jumps très impactants, vous avez besoin d'en faire un ou deux dans une game. Bah, vous en avez un qui est sûr d'être assuré. Et à petit format, ça peut même vous épargner le coût du chaman en fait. Ça vous fait 110 points d'économie. Vous prenez pas le chaman et votre vraie unité impactante, vous la dash jumpez directement tour 1.
Et elle Et après, elle charge à plus 2. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Donc les bleus de touffe, c'est très correct. Il n'y a pas le côté génie tactique de l'aptitude des Iron Suns, mais c'est pas mal aussi. On passe ensuite au dernier clan, ça va être les Chopas. Ils vont avoir l'aptitude Horde Vandale. Vous pouvez relancer les jets de charge pour les unités Chopas se trouvant à 12 pouces ou moins d'un élément de terrain se trouvant entièrement ou partiellement en territoire ennemi. C'est pas mal, vous avez quand même souvent relancé les charges, qui est à peu près entre 3 et 5 éléments dans la zone de l'adversaire. C'est pas entièrement dans la zone de l'adversaire, c'est entièrement ou partiellement. Donc une relance des charges, on est quand même content de la prendre. Ensuite, on va avoir l'aptitude de commandement débloquée pour les personnages agitateurs. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement quand vous utilisez l'aptitude frénésie de violence d'un war chanteur Chopin. Dans ce cas, vous pouvez choisir jusqu'à 3 unités différentes de brut ou de hard boy pour être affectées par l'aptitude au lieu d'une seule. Alors l'aptitude frénésie de violente, c'est plus 1 en dégâts. C'est l'aptitude la plus forte de tout le Battle Tome. Donc ça vous permet de la mettre sur 3 unités au lieu d'une. Maintenant, vous n'avez pas le droit de la mettre sur un Mokresha, vous n'avez pas le droit de la mettre sur des Gorgunta, etc. C'est forcément des brutes ou des hardboys. Donc en fonction de la composition de votre armée, si vous jouez majoritairement des brutes et des hardboys, il faudra aller chercher ce clan-là parce que leurs watch chanteurs vont impacter toute votre armée. Donc ça dépend vraiment de votre composition. Mais dans une bonne composition, avec plein de régiments de brutes ou de hardboys, c'est extrêmement fort. On est d'accord. Ensuite, le trait de commandement obligatoire, alors là pareil, ça va être multi-personnage, ça va être tiendez-vous à KO, ajoutez 2 à la caractéristique de bravoure des unités entièrement à 18 pouces de ce général. Chef, oui, chef. Ouais, il est pas dingue celui-là. Ouais, mais voilà. Bon, enfin, celui d'avant est tellement fort. Mais juste pour le tiendez-vous à carreau. Ensuite, on va avoir l'artefact de pouvoir obligatoire pour le premier Weird Nob de Choppa de votre armée. Ça va être le bâton à méga crâne, le porteur à traiter comme ayant le mot-clé méga boss au regard de l'aptitude de commandement WAG Iron. Donc là, c'est l'inverse. Tout à l'heure, on avait un méga boss qui pouvait balancer un dead jump, et là, on a un shaman qui peut balancer une WAG. C'est pas mauvais. En fait, c'est pas mauvais parce que ça permet de vous épargner le méga boss. Alors moi ce que j'aime bien en fait c'est qu'on parle systématiquement de se dire petit format, gros format et ainsi de suite, comme tu l'as dit tout à l'heure. À petit format, si on est brutal mais rusé, on va être capable justement de prendre un méga boss sur gros contact, 460 points, et lui il va dash jump, et alors là mon gars ça va être Bagdad. Et alors on décide d'être rusé mais brutal quand même, où là pour le coup on va plutôt jouer MSU, jouer un petit peu plus de masse, puisqu'on jouera pas un mec à 500 points, on jouera plein d'unités pour avoir plus de PV sur table, et on aura quand même cette aptitude. J'adore la latitude. Et celle-là pour le coup, on pourra peut-être la faire passer à plus de 12. Parce qu'effectivement on aura plein de petites unités. Donc ouais, c'est vraiment très sympa à ce niveau-là. Ils sont bien écrits les clans Ironjo. Il y en a que 3, ce qui est déjà vraiment pas mal parce qu'on va voir il y a tous les clans Blood Splitters après. Mais ils apportent chacun un petit quelque chose. Avec au final, seulement 7 ou 8 War Scrolls pour l'armée. Et il y a plein de manières de les jouer, donc c'est vraiment bien foutu à ce niveau. On rentre maintenant dans le dur de ce Battle Tome avec Gordrak, le point de Gork. Il vaut 540 points, il a 16 PV, bravoure à 8, une sauvegarde à 3, un mouvement quand il n'est pas en profil dégressif de 12. Il a un projectile au corps à corps qui lui est donné justement par sa monture qui va être le braillement crève boyau, puisque à 6 pouces il va faire 6 attaques en 2+, 3+, Rennes-1 dégâts 1. C'est pas dingue, mais ça se prend. Quand même. Ensuite, il n'est pas là pour ça, mais ça fait le petit plus. Ensuite, en arme de mêlée, il va avoir 2 haches, craseuse et rusée, ou rusée et craseuse. Je sais jamais s'il est gaucher. On sait pas si c'est Gork ou mort. Et ensuite, il va avoir des énormes points et que, où là pour le coup, ça lui est octroyé par sa monture. En tout cas, ce petit garçon va faire 5 attaques en 2+, 3+, Rennes-1 dégâts D3, 5 attaques en 2+, 3+, Rennes-1 dégâts 1, et ensuite, il va faire, quand il a un profil max, 9 attaques en 3+, 3+, Rennes-2 dégâts 2. Mais ceci n'est pas tout. Puisque ça, c'est uniquement quand il décide de taper. Mais en amont, il va avoir d'autres aptitudes. Déjà, il va pouvoir voler. Ça, c'est quand même pas mal. Alors, on va dire qu'il fait des gros sauts. Parce que quand tu vois la figue, elle vole pas trop. Vu la taille de son socle, en fait, c'est vrai qu'il aura du mal à placer en fait, l'entièreté de son socle, même à 12 pouces. Passons. Il va quand même avoir l'aptitude masse dévastatrice qui fait en gros qu'une fois qu'il a chargé, dépendamment de son profil, il va lancer un nombre de dés. Quand il a plein potentiel, il va lancer 9 dés. Sur chaque 5, il fera une blessure mortelle. Mais pas que, puisqu'en fait, s'il a chargé et qu'il décide de faire cette aptitude dans une ruine dans laquelle il y a des gens, à partir du moment où il va faire au moins un 6 sur ces 9 dés, alors en plus de ça, ça ignorera les couverts. Si jamais, en plus de ça, l'unité est détruite, donc sous-entendu, il a chargé 3-4 mecs, en plus, il va pouvoir recharger et refaire la même chose, avant justement d'envoyer la foudre. Donc, en gros, si ça se passe bien et que tu arrives à choper 2-3 petits pugs, tu peux faire un monstrueux saut de mouton avec ton Mokresha et classer un petit personnage avec un peu de chance, une petite unité où il restait pas grand-chose, et aller atterrir vraiment très très loin, parce qu'il ne faut pas oublier que tu voles, et que tu recharges à chaque fois, potentiellement de 3d6 par exemple, ou de 3d6 plus 2,
et tu peux aller vraiment très loin. Ouais, c'est cool, hein, franchement, avec Gordrak. quoi. Avec Gordrak. C'est papa. C'est qui? C'est papa. Salut les mecs, c'est moi. Ouais. Ensuite, on va avoir l'aptitude rusée. Si le jet de blessure non modifié pour une attaque de rusée ciblant un sorcier est 4 ou plus, l'attaque inflige D3 blessures mortelles à la place des dégâts normaux. Ouais, c'est-à-dire que rusé, c'était l'arme qui était dégâts 1, c'est la hache gauche, qui est rusée mais brutale. T'es sûr qu'il n'y a pas de droite? Non, c'est la gauche, parce qu'elle est rusée mais brutale, et pas brutale mais rusée. Je suis con. Je suis con. Et J'ai du pas coup, réfléchi. pourtant, vous le savez. pas réfléchi. Et donc sur les sorciers, c'est sur un 4+, c'est-à-dire la moitié de ses attaques, c'est directement des 3 dégâts en blessure mortelle. Donc c'est pas mal. Donc la main droite, cette fois-ci craseuse, Voilà. qui pour le coup, si elle cible un héros, alors pour un 4+, ça infligera aussi des 3 mortels à la place des dégâts normaux. Donc quand il chope un héros sorcier, sur ses 10 attaques, c'est sur chaque 4+, c'est des 3 mortels. Voilà. Plus la rouasse de dégâts que te met la queue lamée du Mokrocha, il rigole pas du tout au corps à Non, corps. c'est vrai. du Et tout. surtout, il est mobile, il est charismatique. Il est Enfin, mobile, franchement, ouais. c'est génial. C'est Gordrak. Et on va pouvoir le jouer avec une petite aimantation, bah aussi comme un big boss sur Ah oui, Mokrocha. tout à Et donc, fait, ouais. bon, la figurine, elle est quasi auto-incluse dans toutes les armées de toute peau verte qui se respectent. Pour moi, oui. Ensuite, on va avoir la victoire rend fort. Plus un mégaboss gagne de duel, plus il devient fort. Et plus il devient gros. Alors, à la fin de la phase de combat, si une ou plusieurs figurines ennemies ont été tuées par des blessures infligées par les attaques de cette figurine à cette phase de combat, ajoutez 1 à la caractéristique de blessure de cette figurine et ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de craseuse et rusée. Alors c'est par rapport à un méga boss traditionnel, lui en fait il gagne une attaque par hache, donc il gagne 2 attaques à chaque fois. Le PV on est toujours content de le récupérer. Alors c'est un tout petit peu moins fluff qu'avant cette habitude parce qu'avant vous n'aviez ça que si vous tuiez un héros. Maintenant vous chopez un pauvre soldat des guildes franches, vous lui mettez les 15 baffes, vous l'atomisez, ouais je l'ai tué, vous gagnez l'attaque de plus. Mais mine de rien, ça veut dire que pendant qu'il va nettoyer ses cordons, il va aussi se monter en attaque. Et au bout d'un moment, ça va être une tondeuse à gazon. Ce que j'aime en fait, c'est que, admettons, on arrivera quasiment, pas à le one-shot ce garçon, et donc ça veut dire qu'aussi en même temps que son profil va être de plus en plus dégressif, il va aussi se buffer pour maintenir, on va dire, théoriquement son nombre d'attaques et donc Ouais. sa létalité. Ouais. Et ça c'est intelligent Ouais, en c'est fait bien, ouais. comme hub. Bon par contre si on le focus pas, ça va devenir le monstre de tout l'ancien monde. On a hein. intérêt à le focuser quand même très vite, oui. Et enfin, il va quand même avoir une aptitude unique puisqu'il va avoir voix de Gork. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de combat. Si vous le faites, choisissez jusqu'à 3 unités de la destruction amis qui sont entièrement à 24 pouces ou moins de cette figurine. Jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques des unités choisies. Une unité ne peut bénéficier de cette aptitude qu'une seule fois et ne peut pas bénéficier de l'aptitude « Allez les gars, on s'y colle ». En fait, allez les gars, on s'y colle, c'est l'aptitude du Mokrocha classique. Donc en fait, on ne peut pas aller chercher un +2. Par contre, pour 2 CP, tu as 6 unités de ton armée, dont lui-même, qui ont +1 pour toucher. C'est pour ça que je disais, toute votre armée va toucher à 2 quasiment. Et l'aptitude du War Chanteur qui faisait ça, quand vous jouez Gordrak dans l'armée, vous n'en avez pas besoin, par exemple. Voilà. Mais ça reste très fort de donner +1 pour toucher, donc touche à 2. On n'oublie pas qu'il y a le petit CP qui permet de relancer les 1, donc une énorme fiabilité au corps à corps sur une grosse partie de votre armée, donc c'est très fort. Pour lui, c'est que contrairement au méga boss classique dont cette aptitude ne va buffer que les Ironjo, lui buff n'importe quelle unité de destruction. C'est un peu lui qui mène la Big Wag, Ouais. et c'est intelligent d'avoir pensé à ça parce que les Bone Splitters ne seront pas lésés dans la Big Wag, grâce à ça. On passe au méga boss classique, Ouais. enfin générique en tout cas sur Mokrocha. Lui, il va valoir 460 points. Il est un petit peu moins costaud puisque lui, il va avoir un PV de moins et une attaque de moins sur quasiment l'ensemble de ses aptitudes, notamment les 9 dés qu'on devait lancer, lui, il n'en jettera que 8. Au tir, ça sera pareil, hein, ça sera des 6 attaques et pas 6. Après, pour le coup, on est quand même à 80 points de delta et surtout, en fait, pas la possibilité de lui mettre des traits de seigneur de Et guerre de le ou des personnaliser, artefacts. ouais. Et c'est là où on va en parler. Au niveau, par contre, de sa latitude d'équipement, là, on va pouvoir vraiment se faire plaisir, puisqu'en fait, en gros, soit on va l'équiper d'un Netripper et d'un qui coupe de boss, où là, à 2 pouces, il va faire 8 attaques en 3+3+, raid-1, dégâts 2, ou alors, avec un qui coupe et un point fracassant, où là, il va faire 6 attaques en 3+3+, raid-2, dégâts 2. Clairement, au niveau justement de la lecture du profil, on se rend compte que l'un est moins bon que l'autre parce que porter 2 pouces, 2 attaques de plus et la même létalité. Par contre, en fait, c'est cette arme qui, au niveau des aptitudes, en Ouais. fait, va te permettre de renvoyer sur du 6 quand tu tankes des blessures mortelles. C'est ça. Et donc 2 blessures mortelles si on commence à Combiné, l'équiper avec c'est ça, la avec synergie dont on a l'artefact parlé de tout à l'heure. Ensuite, pour les aptitudes, ça va être la même chose. Sous-entendu, en fait, on va pouvoir jeter un nombre de dés à partir du moment où on réussit une charge, soit contre une unité, soit sur le décor qui héberge cette unité. Et sur un 5, ça prendra une mortelle, et sur un 6, en plus, ça y aura les couverts. Ensuite, on va toujours avoir l'aptitude, la victoire remplie fort. Sous-entendu, dès qu'on a pété une unité, au moins une figurine par tour, alors on va se buff au niveau des dégâts. Ensuite, on va avoir l'aptitude, allez les gars, on s'y colle. C'est la même chose que Gordrake, sauf que là, pour le coup, c'est une unité, et celle-ci doit avoir le mot-clé, comme tu l'as dit tout à l'heure, Iron Iron Joe. Joe.
Voilà. Et c'est pareil, on peut pas la spammer, la portée est un peu plus courte. C'est la différence classique en fait entre les gros personnages nommés type Volturnos qui buffait 3 unités et la Killian King qui en buffait qu'une. Là, le méga boss ne buffera qu'une seule unité et que Ironjo. Voilà. Alors, clairement, 80 points d'écart. D'un côté, la latitude des traits de commandement et ainsi de suite qu'on connaît, et de l'autre, le charisme d'un personnage nommé. Tu le situes où, toi? Alors en fait, en grande wag, ce qu'on verra à la fin, Gordrakk a un autre bonus qu'on n'a pas encore vu qui le rend auto-include dans la grande wag. C'est obligatoire de jouer lui par rapport à un méga boss classique. Dans une armée Ironjo pure, je trouve que malheureusement le fait qu'on ne puisse pas customiser Gordrakk va limite le rendre moins fort que le méga boss classique. Parce qu'en termes de dégâts purs, le plus 3 en dégâts une fois par partie, le trait de monture qui fait que la queue de ton Mokrocha, il est dégâts 3, etc. Ce genre de choses va faire que le Mokrocha classique, enfin le méga boss sur Mokrocha, va être meilleur ou plus tanky que Gordrakk. Donc en Ironjo, je partirai quasiment systématiquement sur le méga boss, surtout qu'on aura besoin des points pour se payer les quelques petites merveilles qu'on va voir juste derrière. Par contre, en grande wag, c'est sûr qu'on va prendre Gordrakk. Donc c'est assez bien aussi qu'ils ne se fassent pas concurrence au sein du même build. Voilà. Et on peut même envisager peut-être de jouer les deux. Oui. On ne sait jamais. Alors en plus, une petite combinaison personnelle que j'aime beaucoup, c'est qu'on n'oublie pas qu'on a les artefacts de Malign Sorcery, notamment l'amulette éthérée. Si on est en Shaiish. L'artefact pété, que tout le monde apprend. Franchement, dès qu'on a sauvegarde à 3 natives, on va aller chercher cet artefact qui vous rend éthéré. C'est-à-dire que vous avez quand même un mec qui a 15 PV, save à 3, et soit avec bouclier mystique, soit avec le point de commandement qui permet de relancer les 1, vous vous retrouvez avec un mec qui a save à 3, ignore les reines, relance les 1. Et sur du 6, je renvoie une mortelle si je suis équipé comme ça. Donc franchement, en termes de tanking, il fera peut-être un peu moins mal que la combinaison monstrueuse qu'on a vue tout à l'heure qui monte à 60 dégâts, mais il devient vraiment très très tanky. Et c'est une entrée que j'aime beaucoup pour ça. On passe ensuite à la version justement du méga boss à pied, le Rook. On va l'appeler Nico Prime, si il a bien peint. Ouais. Lui, il vaut 150 points. Il a un profil d'orque standard, sous-entendu, il bouge de 4. Il a 7 points de vie, une bravoure à 8 et une sauvegarde à 3. Déjà, si on commence à regarder par rapport à ce qu'on voit comme châssis, on va dire, pour 150 points, c'est quand même très correct, parce que 7 PEV, c'est beaucoup. Ah oui, 7 PEV, c'est beaucoup. Une très bonne sauvegarde à 3. Par contre, il est un peu lent. Après, on a vu toutes les synergies de l'armée. Et au pire, il se fera ramasser par une main et poser un peu plus loin. Donc et pour ça, peut-être même lui, la main. Pour 150 points, ça peut être lui, effectivement. Parce que c'est un méga boss. Donc pour 150 points, le profil est très séduisant. Il va quand même balancer 6 patates en 3+, 3+, reine -1, dégâts 2. Il a le mot-clé méga boss, donc il a toutes les synergies que tu as décrites tout à l'heure. Au niveau de ses aptitudes, il va avoir le prin fracasse-dents qui fait que sur un 6 pour tanker, il fera une blessure mortelle en renvoi. Il va avoir la victoire remplie fort qui fait qu'encore une fois, dès qu'il tue au moins une figurine à ce tour, alors il va gagner +1 à ses attaques et +1 à ses PV. Et aussi l'aptitude à les dégâts, on s'y colle. On l'a vu tout à l'heure, c'est la même aptitude de commandement. Avec une portée encore plus courte parce que lui n'est pas un monstre. Donc pour 150 points, c'est un profil qui est assez suffisant. On peut véritablement faire une brute, encore une fois, parce qu'on a toujours le fameux trait de commandement qui fait qu'une fois par partie, on a +3 sur nos dégâts. Donc là, on va quand même monter à 6 attaques, dégâts 5, dégâts 6 avec le War Chanter. Le mec peut mettre ses 36 PV tranquillement. Et attends, excuse-moi, mais quand on bouge de 4, un pile-in, mine 2, c'est 3 pouces. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que tu pile-in, et je le sais parce que j'ai des petits pieds, non mais c'est vrai, dès que tu fais un pile-in, tu te rends compte que c'est un mouvement supplémentaire quand tu bouges que de 3 ou de 4. Et en plus de ça, on n'oublie pas qu'avec le bon clan, on peut charger dans le tour adverse. Et quand on bouge de 4, de pouvoir potentiellement bouger de 12, ça fait toute la différence. Et lui, en fait, c'est un bon personnage si par exemple on joue un Iron Suns, donc le fameux clan dont tu viens de parler, qu'on n'a pas envie de tout mettre sur notre Mokrocha, on prend lui, on lui met et le trait de co et l'artefact, comme ça on est un peu plus tranquille sur notre Mokrocha, on peut lui mettre l'artefact qu'on a envie. Et franchement, il est pas mauvais. Ouais, il est pas mauvais du tout. Ouais. Et pour finir, justement, sur l'Oro Megaboss, on n'oublie pas que lui aussi, il peut être éthéré. Alors, ça sera nettement moins rentable sur une figurine à 150 points que sur une figurine à 460. Mais le fait est que petit format, à 750 points, ça peut être assez stylé d'avoir une grosse brute comme ça. Il prendra le temps d'arriver au corps à corps, mais ça va voler. Ouais, il sera dur à tuer. Honnêtement, un petit format avec 7 PV, save à 3 éthéré, il sera dur à tuer. Ensuite, on va passer à l'Oruk War Chanter, donc justement au totem chaman. Lui, il va valoir 110 points. Il a 6 points de vie, il bouge pareil, de 4, une sauvegarde à 4 et une bravoure à 7. Il va quand même faire 6 attaques en 4+, 3+, sans reine, dégâts 1. Ça sature beaucoup, mais on l'a vu tout à l'heure, on doit pouvoir le rendre agressif et c'est limité. Il est pas là pour ça, de toute manière. Au niveau des aptitudes, il va avoir rythme de la destruction. Si le jet de touche non modifié pour une attaque du gourdin de Mork ou de Gork est 6, alors on fera 2 touches au lieu de 1. Voilà. Donc en fait, il est suffisamment tanky et il frappe suffisamment fort pour pas se venir faire embêter par 5 petits cavaliers, 5 kinérailles, etc. Donc les petites unités de chasse traditionnelles vont avoir du mal à aller le chercher. Et pourtant, il va falloir parce que... Puisqu'il va avoir la frénésie de violence, les War Chanters excellent à attiser la fureur destructive de leurs gars. À votre phase de héros, vous pouvez choisir une unité Iron Jaws amie entièrement à 15 pouces ou moins de cette figurine. Jusqu'à votre prochaine phase de héros, ajoutez 1 aux dégâts infligés par les attaques faites avec des armes de mêlée de l'unité choisie. Ça ne peut pas se stack. C'est monstrueux. Tu vois en Astérix, quand Obélix il prend un Romain qui fait ta 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 ta, en fait c'est pareil avec toute l'armée. Franchement,
Faut imaginer que c'est quasiment un Mind Razor, mais qui n'est pas lié à la brèverie. C'est pas une prière, donc on peut pas la rater. C'est pas un sort, on peut pas le dissiper. C'est un buff statique qu'on est sûr de se donner. 15 pouces. 15 pouces, alors entièrement à 15 pouces. Et on peut buffer n'importe quoi en Iron Joe. Donc franchement, ce personnage est monstrueusement fort. 110 points. 110 points, il n'est pas assez cher payé. Donc je pense qu'à un moment, s'il y a un coup en point qui change, ce sera celui-là. Ouais. Faut en jouer minimum 2. Et si on est en plus dans le clan qui lui permet de buffer 3 unités en même temps, c'est-à-dire que vous avez 6 unités de votre armée qui ont plus 1 en dégâts. C'est monstrueux comme buff. Voilà. Faut pas oublier qu'il a aussi les petites prières. Hein. La charge à 3d6, le heal des 3 PV, le plus 1 pour toucher. Ce personnage est vraiment extrêmement fort, pas cher et suffisamment tanky, surtout dans un décor, pour avoir une vraie survivabilité au cours de la game. Et il est dans Start Collecting en plus. Ouais, le Start Collecting Iron Joe est vraiment bien. Vous avez les Gorgrunta et les Hardboy qui sont deux très bonnes unités, et cette perle-là, donc franchement, foncez sur ce Start Collecting, il est très très bien. Yes, on enchaîne ensuite avec le Wyrnam Shaman. Lui aussi, il a 110 points. Je pense qu'ils fonctionneront de pair, ça dépend du format, mais en général, on mettra de toute façon les 3 types de profils qu'on a avec le Big Boss, le War Chanter et le Wyrnam. Lui, il bouge de 4, il a 6 points de vie, bravoure à 6 et une sauvegarde à 5. Il va avoir 3 attaques en 4+, 3+, Rennes-1, dégâts des 3. Il tape tan, hein, Ah, il rigole même pas encore, comme ça reste un gros orc quand même. Il va avoir l'aptitude pouvoir brutal qui fait que si cette figurine est entièrement à 18 pouces ou moins d'unité Iron Joe qui compte en 10 figurines ou plus, alors jusqu'à la fin de votre héros, elle pourra tenter de lancer le sort Vomi Vert en plus d'un sort standard. Le sort Vomi Vert a une valeur de charge warp de 6. S'il est lancé avec succès, choisissez un point du champ de bataille et visible du lanceur à 2d6 ou moins de lui et tracez une ligne droite imaginaire de 1 mm de large entre ce point et la partie la plus proche du socle du lanceur. Chaque unité dont une ou plusieurs figurines sont traversées par la ligne subit des 3 blessures mortelles. Si ça, c'est pas un trigger, Ouais, ça, hop, je bouge. ouais, ça sert juste à ça. C'est concrètement, j'ai 2 unités d'orc à côté de moi, dont je peux lancer ce spell en plus. Donc main de Gork pour en bouger un deuxième. Oh tiens, je peux relancer un spell, petit crash à verre sur le deuxième. Tant pis, ils vont prendre des 3 mortels, boubou sniff, et ils vont réavancer. J'aime bien la cinématique que tu décris, parce que c'est vraiment ça. Le gars, il donne tout pour invoquer le premier, il fait « J'ai trop forcé !» C'est ça. C'est ça. J'ai vomi. On enchaîne maintenant avec justement les troupes, qu'elles soient élites ou pas, hein, d'ailleurs. La plupart vont être ligne ou auront la possibilité d'être ligne. On commence par les Uruk bruts. Eux, ils vont être à 140 points les 5. Ils vont être jouables de 5 à 20 sans réduction. Ouais, pour le coup de sans masse. réduction. Ah, par contre, à noter qu'ils étaient à 170 cet été et qu'ils sont à 140 là en n'ayant eu que des buffs. C'est une belle réduction de points, on est content. Carrément. Alors on le disait tout à l'heure, hein, c'est un châssis standard, sous-entendu ça va bouger de 4, ça a quand même 3 points de vie par orc et une sauvegarde à 4, donc c'est du gros orc noir Ouais, quand c'est ça, même. Hein. c'est tanky. Au niveau de leur choix d'équipement, ils vont en avoir 2. On va soit pouvoir les équiper de paires de qui coupe de brut, ou pour les coups on va taper à 1, mais on va avoir une attaque supplémentaire puisqu'on va montrer à 4 attaques par tête de pipe en 3+3+, Rennes-1 dégâts. C'est quand même des troupes, enfin des lignes qui carburent. Ou alors en Death Tripper dentelé, malheureusement il n'y aura pas tellement de comparaison, ça sera systématiquement au-dessus, puisque on va taper à 2 pouces, on va avoir que 3 attaques et pas 4, mais pareil, 3+3+, Rennes-1 dégâts 1. Alors en fait, il n'y a que si vous jouez les brutes par 5 où vous jouerez la paire de qui coupe, parce que vous n'aurez pas de rang. Dès que vous les jouez par 10 ou plus, vous allez systématiquement aller chercher le 2 pouces de portée. Comme ils ont des socles de 40, ça permet au deuxième rang de taper, et en statistique, c'est largement meilleur vu le nombre d'attaques. Voilà. Donc si vous en jouez que 5, double qui coupe, dès que vous en jouez plus, ce qu'on a franchement envie de faire, voilà, vous les jouez avec la méga arme. Ensuite, on va découvrir le coupe trip, où pour le coupe gratuitement, une figurine tous les 5 pourra avoir cette arme. À 2 pouces, elle va faire 3 attaques en 4+3+, Rennes-1, dégâts 2. Donc moins 1 pour toucher, Ouais. mais dégâts flat 2. Ouais, c'est la petit dommage du moins 1 pour toucher qui est pas quand même trop grave parce qu'on a vu toutes les altitudes des méga boss donnent plus 1 pour toucher. Donc même sur celui-là, vous repasserez save à 3 et dégâts 2 flat, donc tout de suite ça rentabilise beaucoup votre bonhomme. Yes, et enfin, le chef de l'unité va pouvoir avoir le choix entre qui coupe de boss ou pince de boss. En gros, il va faire soit 3 attaques en 3+3+, Rennes-1, dégâts 2, soit 4 attaques en 4+3+, Rennes-1, dégâts 2. Moi je pense que j'irai chercher celle qui touche à 3. Je la trouve légèrement meilleure. Même si en termes de figurine, la pince de crabe est super stylée, vaut mieux fiabiliser le nombre de touches. En stat, c'est légèrement meilleur de toucher à 3 par rapport à une attaque en plus qui touche à 4. On va noter quand même déjà qu'ils ont en passif l'aptitude de tabasser le gros truc. Les brutes sont taillés pour combattre et abattre les plus puissants adversaires. Sous-entendu, plus c'est gros, plus c'est bon. Avec ajouter 1 au jet de touche pour les attaques de cette unité qui cible une unité ayant une caractéristique de blessure de 4 ou plus. J'adore quand les lignes ont ce genre de choses. On retrouve ça chez les idonettes avec de l'attitude de jeu, quand on choisit soit plus une attaque, soit augmenter le nombre de dégâts. J'adore ça. Ouais, c'est très sympa. T'as les Libérateurs Stormcast aussi, qui est une unité emblématique d'AOS qui te fait ça. Tu parlais des idonettes, mais ils vont pas aimer, parce qu'ils ont tous 4 PV, donc forcément, se faire toucher à 2, ils vont pas aimer. Ouais, c'est très sympa, c'est un bon bonus pour les brutes qu'on est content de prendre. Voilà. Faut juste quand même ramener la chose à 20 attaques pour 140 points en 3+3+, Rennes-1, dégâts 1. C'est pas ridicule, surtout quand on voit qu'on peut les buff. Hein. Ouais, non, c'est vraiment pas mauvais. Faut avoir ce standard en tête, parce qu'en fait, les deux autres unités
de lignes vont être comparées par rapport au brut. Parce que pour 140 points, vous avez donc 15 PV. Donc pour 280 points, vous avez 30 PV. Et c'est à peu près autour de cette orientation-là, point PV, qu'on va comparer avec les deux autres unités suivantes. Ensuite, on va sauter les Gorgruntas, on y reviendra après, puisque là, on va d'abord parler justement des Hardboy pour mettre vraiment en comparaison ceux qui peuvent l'être. Eux, ils vont coûter 90 points les 5. La particularité, c'est contrairement au brut, on va pouvoir les monter à 30 et non pas à 20, mais ils sont un petit peu moins chers. Avec la particularité quand même que quand on les prend effectif minimum, soit à 5, ça ne sont pas des lignes. Il va avoir un PV de moins, la même bravoure, la même sauvegarde, le même mouvement. Au niveau de leur équipement, ça va un petit peu changer, puisque eux vont pas avoir le choix, ils vont être équipés en Key Coupe d'Hardboy, portée 1 pouce. Donc c'est moins bien en tout cas que les trippers d'amplé qui tapent directement à 2. 2 attaques par tête de pipe, 3+, 3+, Ren-1, dégâts 1. La particularité, c'est qu'on est vraiment, on va dire, sur des troupes un petit peu old school, puisqu'on va retrouver l'état-major en fait au sein de cette petite unité. On va avoir le boss, qui va avoir une attaque en plus. On va avoir le tambour, le chambé de la WAG, avec l'aptitude de pouvoir ajouter 2 à la charge. C'est très très fort. Parce que avec l'aptitude de base, je parle même pas des Bluetooth qui vous donnent +1, c'est rien qu'avec l'aptitude de base. Iron Joe, vous passez à +3. Passer à +3, ça veut dire que vous ne raterez plus jamais de charge automatique. Et ça, c'est très très fort. La particularité aussi de pouvoir choisir le porte-étendard en faisant soit -1 à la bravoure quand on est juste à côté, soit +2 à la bravoure quand on est dans l'unité. Ce qui est très très chiant, parce qu'en fait, ça les fait passer à braverie 8 et ça fait passer les docks en face à braverie 7. Donc en fait, ils sont immunes Mind Razor, ce qui n'est pas le cas des brutes. Et mine de rien, dans un match-up qui va être très serré entre l'Iron Joe et la dock, pour vous dire un peu le niveau quand même de l'Iron Joe, c'est du niveau de la dock, ça va nettement faire pencher la balance en faveur du Hardboy face à la dock sous rasoir mental. C'est vrai. Alors, ils vont aussi avoir l'aptitude bouclier de facture Oruk. Jetez un dé à chaque fois que vous allouez une blessure à une figurine portant un bouclier. Sur un 6, la blessure sera annulée. Sous-entendu, même avec de la reine. Alors ça, c'est un petit bonus. Maintenant, en fait, avant, les orques sauvages, ils avaient soit le double qui coupe, soit l'arme à deux mains. Par souci de simplification, ils ont lissé les profils dans le qui coupe d'Hardboy dont tu as parlé. Donc tu n'as plus qu'un seul profil. Par contre, ils ont rajouté qu'il y avait 2 mecs sur 5 qui avaient le droit d'avoir des boucliers. Donc quand on alloue les blessures sur ces modèles-là, on a un Feel No Pain Assist. Donc en fait, ils ont simplifié les attaques pour complexifier les saves. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que pour 90 points, vous en avez 5. Donc en fait, pour 270 points, vous en avez 15. Donc vous avez 30 PV. Et pour 280 points, vous avez 10 bruts, donc vous avez 30 PV. Elle est là la vraie opposition en fait. Elle est entre 15 Hardboy et 10 bruts. Et ça fait 5 d'écart, soit 10 attaques, soit ce que vous perdiez à côté. Voilà, alors l'avantage des 10 bruts, c'est qu'eux vont taper sur 2 rangs, parce qu'ils ont du range 2, ce que vous n'avez pas avec les Hardboy. Maintenant, les Hardboy ont un meilleure capacité de projection, parce qu'ils ont une meilleure charge, donc c'est une meilleure unité à dead jump, avec quand même +2. Ils ont une bien meilleure braverie, donc c'est une unité qui peut vivre un peu loin des personnages, encore une fois, après un dead jump, sans que tu sois obligé de claquer des CP pour les maintenir en vie. Et les stats deviennent très légèrement en faveur du Hardboy quand on leur rajoute l'aptitude du War Chanter. Parce qu'en fait, les faire passer dégâts de E par rapport aux brutes, ça les rend très légèrement meilleurs. Avant de retourner vers les chevaucheurs de cochons, on va aller vers les Iron Skulls Boys. Pour le coup, c'est la première bande de Shadespire où ça n'est pas un fion, elle est jouable. Elle est jouable parce qu'en fait, au lieu d'avoir 5 Hardboy classiques pour 90 points, vous en avez 4 un peu meilleurs pour 80 points. Alors, c'est pas des lignes. Mais franchement, si vous avez 80 points à dépenser, pourquoi pas? Tu l'admets. Ouais, je l'admets. C'est pas mal. Je l'admets, c'est pas mal. Alors, au niveau justement de leur châssis, pareil, c'est le même profil. On va bouger de 4, 2 points de vie par tête de pipe, une bravoure à 6 et une sauvegarde à 4. Le chef va pouvoir mettre coup de tête, balayette, planchette, enfin seulement le coup de tête, puisque ça va être une attaque en 4+, 3+, sans reine, dégâts D3. On a Jackie qui va avoir une paire de qui coupe d'Hardboy qui va faire 2 attaques en 3+, 3+, reine -1, dégâts 1. Et Michel qui va faire 2 attaques en 4+, 3+, reine -1, dégâts 2. En termes d'aptitude, on va avoir dur à cuire, puisqu'ils vont avoir un Feel No Pain à 5 ou 6 pour pouvoir annuler les blessures. C'était l'équivalent de bouclier de fracture de roue qu'on a vu tout à l'heure. Et enfin, paire de qui-coupe qui fait que Jackie va pouvoir ajouter 1 à ses jets de touche. Donc en fait, c'est cohérent. Parce que pour 80 points, ça les vaut parfaitement. Alors si vous avez vraiment 80 points tout pile et que vous n'avez pas envie de vous prendre un CP, pourquoi pas les rentrer. Voilà. Dès que vous en avez 90, vous rentrerez 5 Hardboy de plus. Mais franchement, voilà, l'avantage, c'est que pour une fois, on n'a pas un truc qui vaut 215 points et qui les valait vraiment pas sur la table. C'est cohérent. De là à dire qu'on c'est auto-include, peut-être pas. J'aime ce que tu dis en fait quand tu as 80 points. En fait, je dirais même plutôt que si jamais tu as 140 points, ou 130 en fait d'ailleurs, et ben c'est là où ça va être aiguillé parce que ça sera systématiquement positif d'avoir 5 mecs plus un PC. Et c'est là où ça va jouer. Ou un War Chanter.
qui vaut 110. Ouais, Mais si on en a déjà 2, effectivement... J'ai pas d'argument. J'ai pas d'argument C'est pour contrer voilà. War Chanter. Voilà. Mais le fait est que si tu as déjà dans ta liste et que tu arrives à 1800 et des boulettes, c'est là où en fait ça va orienter ton choix. Et le fait, surtout à OS, où on est souvent à 1990 ou ainsi de suite, alors certes derrière tu vas débloquer des aptitudes par rapport à ton adversaire, mais quand tu fais ta liste tout seul et que tu ne sais pas si le mec aura plus ou moins en face, Pour les dans triomphes. l'optimisation, ça te donne 10 points d'écart. Ouais, c'est Et c'est génial. C'est pas mal. Et puis ça fait des très bons proxys pour jouer des hard boys, parce que les figurines sont super classe pour le coup. Ouais. On passe maintenant à la dernière unité des Aeron Jaws. C'est les plus charismatiques puisque c'est des chevaucheurs de Pumba. Ah, de gros Pumba. Avec les Gorgrunta. Ils sont jouables de 3 à 12, donc c'est quand même la capacité d'avoir une grosse escouade de 12 mecs chevaucheurs de cochons. Ils sont à 160 points les 3. Attention, c'est 160 points en français, en anglais. Néanmoins, sur le War Scroll Builder du site de Game Workshop, il y a un petit bug et ils sont à 140 points. Donc c'est vraiment 160 réellement. Ici, on bouge de 9. On a 5 points de vie par tête de pipe, ce qui est pas cher pour le coup, vu leur coût en points quand on ramène ça à l'unité. Braverie à 7 et une sauvegarde à 4. Ils sont de base en fait avec des sabots et des défenses, puisque c'est les petits couchounous, puisqu'ils vont faire 4 attaques en 4+4+, sans reine, dégâts 1, et après on choisira soit de les équiper en kick-coupe en mâche-fer et de faire 4 attaques à 1 pouce en 3+3+, reine-1, dégâts 1, ou alors 3 attaques à 2 pouces pour faire 3+3+, reine-1, dégâts 1. Au niveau de leurs aptitudes, ils vont avoir charge de Gorgonta qui fait que, en gros, après avoir réussi une charge sur un 4+, on fera une blessure mortelle à l'unité chargée. Et ils auront +1 à partir du moment où ils auront une charge avec justement les sabots de la monture et aussi uniquement par contre avec les trippers dentelés. Donc, ça, encore une fois, ça aiguillera notre choix Bah, en fait, vers ça. au début, quand on regarde les profils, on se dit ok, les trippers dentelés, il est à range 2, mais contrairement au bruit dont on a parlé tout à l'heure, on s'en fout concrètement parce que les socs des Gorgontas sont tellement énormes que de toute manière, ils ne tapaient pas sur 2 rangs. Donc on se dit, à moins de laver un cordon qui est derrière, que l'adversaire aurait mal placé, en fait c'est le +1 pour toucher à la charge qui le rend vraiment très bien. Donc oui, quasiment systématiquement, on les équipera de ça. Alors après, le défaut de cette unité, c'est que sa létalité varie quand même beaucoup entre le fait que si c'est elle qui arrive à charger ou qui se fait charger. Et encore, toi tu respectes tes adversaires et tu mets tes figurines comme ça, mais les 2 pouces peuvent valoir le coup à partir du moment où tu vas faire des lignes un petit peu dégueulasses, mais comme ça pour prendre plus de largeur, C'est vrai. avec un deuxième rang qui vient se mettre comme ça, C'est vrai. comme un H pour Eevee, quelque part, ou un T qui serait Thierry, je ne sais pas. Pour le coup, il y a des tricks en fait à faire au niveau des socles et les 2 pouces sont assez intéressantes, surtout sur ce genre d'unité où tu peux faire une espèce de T et taper sur 2 rangs. Mais c'est des orques qui foncent tout droit sur des cochons, ils réfléchissent pas à ce point-là. Alors, ok, on les mettra comme ça, mais on montrera le cul d'abord. Ça sera comme C'est en vrai marche que, arrière. de manière globale, la lance est quand même meilleure. Effectivement, cette unité a un delta de dégâts entre la charge ou quand elle se fait charger qui est quand même assez important. Maintenant, pour la remettre en comparaison avec les 2 unités d'avant, parce que c'est encore une fois, c'est à peu près les mêmes ratios. Parce que si vous en payez 6, vous avez encore une fois vos 30 PV. Donc ce coup-ci, vous êtes par contre à 320 points. Et ça reste dans le même ordre d'idée que les 270 ou 280 qu'on avait tout à l'heure. Donc on est encore une fois sur le même ratio PV-dégâts. Ce qu'il faut voir, c'est qu'eux n'ont pas besoin de jump. Voilà. Donc en fait, eux, avec leur mouvement natif, leur bonus à la charge, leur +2, etc., peuvent se passer du dead jump, donc vous pouvez vous passer du sorcier à 110 points pour synerger cette unité-là. Et par contre, quand on monte à 6 ou 7 attaques par figurine, dépendamment du choix d'armes qu'on a pris, le boost du War Chanter est encore plus efficace sur eux qu'il n'était sur les autres unités, parce que tout de suite, tu rajoutes 6 dégâts par modèle. Et en plus, alors, ça me fait un gros chausson, mais c'est aussi un excellent chausson, sous-entendu un escorteur pour un mot-crocheur. Oui. Alors là, C'est une botte. V'là la C'est botte. la botte du Père C'est une Noël. chaussure de ski. Quoi. Quand le truc t'a écrasé, à l'arrière, le Mokrocha n'a plus rien à faire. Donc vous pouvez vous faire des armées. Moi, je trouve top charisme. Un perso sur Mokrocha, 2 escadrons de cochons et foncer avec ça tout droit. Franchement, c'est classe. Quoi. Ouais. On a fait le tour justement de tout ce qui va faire les Rangers. Il nous reste juste à voir les bataillons pour eux, puisque pour le coup, ils sont cohérents. Ils sont très cohérents. Donc le premier qu'on va voir, c'est le point robuste. La composition, c'est un War Chanter et de 3 à 5 régiments d'Hard Boy. Donc encore une fois, un bataillon qui vaut 120 points. Donc un CP en plus, un artefact en plus. Et la capacité, si votre War Chanter est sur le champ de bataille, de ramener un de vos packs d'Hard Boy détruit sur un 4+, en utilisant un point de commandement uniquement si le War Chanter est mort. Donc dans une armée avec massivement des Hard Boys, ça permet de réduire votre nombre de pauses et de faire un peu de recyclage, sachant qu'ils vont devoir arriver à 6 pouces d'un bord de table et à 9 pouces de l'adversaire. Donc charge à 8 derrière. Donc c'est pareil, c'est encore une fois, c'est un bon bataillon qui permet bien rentabiliser le hardboy avec une récursivité qui est assez sympa à prendre parce que mine de rien, vous avez quand même peu de figurines en Iron Joe. Ensuite, vous avez le point brutal, donc ça c'est le bataillon des brutes, vous en jouez entre 3 et 5 régiments. Ce qu'il faut savoir, c'est que le petit boss de cette unité-là, d'une des unités de brutes, au lieu d'avoir 3 PV, il va en avoir 5. Et la règle spéciale de ce bataillon, c'est quand vous chargez avec vos packs de brutes, sur un 4+, ils mettent une blessure mortelle.
Donc si vous avez décidé de faire de vos 3 lignes 3 packs de brut, c'est un vrai bon bataillon qui vous réduit vos pauses et qui vous permet de rajouter des mortels. Ce qui est toujours bon à prendre, ça augmente encore la létalité de cette unité-là, quand on a déjà beaucoup. Donc le point sanglant qui lui vaut 130 points, donc ça c'est le bataillon des Gorgrunta. Ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, chaque unité de base a son bataillon. Donc là, vous pouvez jouer entre 3 et 5 unités de Gorgrunta. Encore une fois, le big boss de ce bataillon-là va avoir 2 PV de plus. Et leur règle spéciale, c'est qu'au début de la partie, ils peuvent faire un mouvement normal. Voilà, alors pas courir, mais comme on avait vu qu'ils bougeaient 9, bah vous faites vos 9. Vous jouez, vous refaites 9, c'est bon, vous chargez votre adversaire, direct tour 1. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de jump en fait sur les Gorgrunta. Donc en fonction de la ligne qui va avoir votre préférence, vous allez aller chercher le bataillon. Le petit problème de ça, c'est qu'en fait, si vous avez envie de prendre une unité de brut, une unité de hardboy et une unité de Gorgrunta, vous vous privez en fait du bataillon. Et comme je pense que vous avez besoin de points de commandement et que vous avez envie d'aller chercher un deuxième artefact, vous allez quasiment toujours essayer d'aller chercher un des bataillons. Donc il va falloir faire votre choix sur quelle sera la ligne de mon armée. Sauf si vous prenez le bataillon de point de fer, qui vient nuancer ce que je viens de dire, donc qui est le bataillon le plus cher, qui est à 160, mais qui lui vous permet de mixer en fait. Donc vous pouvez prendre de 3 à 5 unités, de n'importe laquelle des 3 lignes, avec un très bon bonus, puisqu'il vous permet d'utiliser l'aptitude destructeur déchaîné, sans utiliser de point de commandement. Donc non seulement vous gagnez un point de commandement, et en plus vous en économisez un par tour. Donc c'est, je pense, le bataillon le plus polyvalent, et celui qui fait le plus d'économies de points. Maintenant, 160 points à la base, il est un tout petit peu cher, même s'il se rentabilise très bien. Ça reste un très très bon bataillon. Et le point bizarre, donc, est le bataillon rigolo, parce qu'en fait, ça permet aux sorciers, en fait, c'est un chaman et de 3 à 5 unités, mais que de hardboy ou de brut. Et ça lui permet de faire son vomi vert 2 fois. Donc en fait, il dash jump, et après, il prend les 2 autres packs, il fait pam, pam, et t'as les 2 autres packs qui avancent. Je pense que c'est pas le meilleur. Maintenant, il est rigolo. Et il est un peu cher pour ce qu'il fait. Voilà. On a fait le tour des grosses peaux vertes, on va maintenant passer aux petites peaux vertes, ou en Mais tout cas sauvages. sans slip. Avec les slips sauvages, on va passer donc à l'aptitude d'allégeance des Bone Splitters, avec pas mal de petites règles. On commence par le clan, sous-entendu, si votre armée est de Bone Splitters, elle va devoir choisir un clan. On a l'habitude de le voir, c'est des loges, c'est aussi les différents clans qu'on a vus juste avant, et ils vont surtout débloquer l'aptitude Tracker infatigable. Après le placement des armées, mais avant le début du premier round de bataille, sous-entendu quand on sait qui va commencer, la moitié des unités Bone Splitters d'une armée de Bone Splitters peut se déplacer de jusqu'à 5 pouces. Si les deux joueurs ont des aptitudes similaires, alors on va jeter un dé et le gagnant pourra choisir de bouger en premier. C'est pas mal, parce que vous avez quand même une bonne base de tir. Hein. C'est quand même l'armée qui a généré le Cunning Rock, voilà, qui était quand même un monstre de tir. Donc là, ça vous permet de prendre toutes vos unités de corps à corps, et vous avez notamment beaucoup de chevaucheurs de cochons qui sont assez mobiles, et de les faire avancer. Voilà. Pour la moitié de votre armée, c'est vraiment sympa comme bonus. Ouais, carrément. Ensuite, ils vont avoir peinture de guerre, tout comme les Evil Sunz, s'ils sont rouges, eux, ils iront plus vite. Ici, s'ils sont peints, tout simplement, si la figurine est peinte, c'est important, hein, pour ceux qui jouent pas peint, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Oui, c'est vrai. Alors, sur du 6, on annulera toutes les blessures subies. C'est fort, c'est sur toute l'armée. Ouais, c'est un film de pain assis sur toute l'armée, on est quand même très content de l'avoir. Ensuite, on va avoir une partie sauvagerie inexorable avec chasseur de monstres. Si une unité Bone Splitter amie est à 3 pouces ou moins d'un monstre ennemi quand elle choisit de combattre, avant qu'elle l'engage, vous pouvez choisir une des aptitudes suivantes. Accès de sauvagerie. Cette unité peut se déplacer de 3 pouces supplémentaires. Sur les gros packs, ça sera assez intéressant. Vous pouvez revenir fermer une boucle. Ouais, c'est ça. Sur les pas mal. buy-in, sur les monstres, ça permet pas d'être éligible à 6. Attention, vous restez éligible à 3, mais vous entourez plus le monstre, ça c'est bien. Yes. Ensuite, on va avoir pic, pic, pic et collégramme. Ça, c'est Fred, je suis à la studio. Ajouter 1 au jet de touche pour les attaques des unités qui ciblent un monstre. En fait, c'est vraiment dans le fluff, les Bone Splitters sont des chasseurs de monstres, cette aptitude va encore renforcer ça. Yes. Force de la fureur. Si le jet de blessure non modifié pour une attaque de cette unité contre un monstre est 6, alors ce sera une blessure mortale en plus des dégâts normaux. Ouais, c'est à mettre en équivalent avec celui d'avant. Je pense que celui-là, statistiquement, il est un tout petit peu meilleur. Parce qu'en général, les monstres ont des sauvegardes correctes, on sera content d'ignorer ça. Donc voilà, c'est 3 options en fait qu'on va avoir quand on s'active pour taper. Pourquoi pas. Ensuite, on va avoir esprit de la bête, si ni plus ni moins de devenir sans peur sur la table à partir du moment où un monstre a été pété sur ce tour. C'est ça, alors c'est assez situationnel. Le problème, c'est que nous, on n'a pas de monstre dans notre armée. Donc on pourrait même pas synergiser ça en envoyant un autre monstre au casse-pipe. Bon, c'est un bonus qui est plus fluff que réellement intéressant. Maintenant, le jour où ça arrive, une immune braverie sur une armée qui a un problème avec ça, parce que quand même une braverie assez faible, c'est toujours bien. Ouais, carrément, en fait, ça va vraiment donner la cible à battre. Ouais, c'est ça, tuer les monstres. Et ensuite, on va justement débloquer l'aptitude de commandement, la WAG des Bone Splitters, mais c'est exactement la même que la WAG des Iron Joe. Sous-entendu, on va compter le nombre d'unités qu'on a à 18 pouces ou moins du personnage, et on jettera un dé, et sur un 11, on aura justement un petit peu plus de dégâts. C'est ça. Alors, à savoir que eux ont peut-être plus de chances de le faire que les Iron Joe parce qu'ils sont quand même plus MSU et plus nombreux. On va juste, excuse-moi, lire un commentaire de designer, puisque touche supplémentaire, plusieurs aptitudes permettent aux unités Bone Splitter de causer 2 touches au lieu de 1 sur un jet de touche de 6 non modifié. Si 2 ou plusieurs de ces aptitudes s'appliquent en même temps, vous causez une touche supplémentaire pour chaque aptitude. C'est vraiment bien que dans le Battle Tome, ils commencent à mettre en italique, voilà, note du designer, attention, ça se joue comme ça, cette règle. Ça évite d'attendre la fac, de penser à des trucs
truc qui finalement marche pas une semaine plus tard. Donc c'est quand même vraiment positif d'avoir ce genre de choses dans les BT. On va maintenant passer aux traits de commandement des Bone Splitters. Il y en a 6. Et comme pour tout à l'heure, en fait, on va avoir des traits de commandement dépendamment du personnage qu'on va vouloir justement nommer chef. Ici, on va commencer par les Wirgog Prophet et les Savage Big Boss. On va avoir Instinct de Fureur. Si le jet de blessure non modifié pour une attaque d'une arme de mêlée de ce général est 6, l'attaque inflige une blessure mortelle à la cible en plus de tout autre dégât. Alors déjà, rien que sur le boss, c'est pas dingue. Et le Wirgog Prophet, c'est un sorcier. Donc dans tous les cas, on n'ira pas chercher ça. Yes. Va-t'en, Wag. Si ce général fait partie de votre armée et est sur le champ de bataille au début de votre phase de héros, jetez un dé sur 15+, vous retrouvez un point de commandement supplémentaire. Ça c'est pas mal par contre, j'aime bien. Puis le jeu de mots est marrant, c'est va-t'en guerre, va-t'en wag. Ensuite, on va avoir Grand Chasseur. Si ce général fait partie de votre armée, quand vous utilisez le trait de bataille Tracker Infatigable, vous pouvez déplacer des unités éligibles de 8 pouces et non de 5. Ça c'est vachement bien par contre. C'est le mouvement au début de la game. Ça c'est très très bien, parce qu'il y a la moitié de votre armée qui va bouger de 8. Et sur les chevaucheurs de cochon, ou les maniaques chevaucheurs de cochon, qu'on a vraiment envie de voir arriver tour 1, c'est très bien. Faut le noter, on peut aussi s'en servir pour reculer. Alors là, en l'occurrence, toi tu penses foncer, mais si on sait qu'on n'a pas le tour 1, on peut reculer. Et comme en fait l'autre aura déjà fait le choix de commencer ou pas, C'est pas orc ça, c'est interdit. Mais c'est vrai. c'est plus rusé que brutal. C'est Prince. plus ce que je rusé voulais que- dire, c'est ce que c'est je vrai, voulais dire, c'est il ça. faut expliquer. C'est plus mort que gork. Voilà. Ensuite, on va avoir alimenté par les esprits, ajouter 2 à la caractéristique de blessure de ce général. Alors en général, c'est moyen ce genre de trait. Voix des dieux, ajouter 2 à la caractéristique de bravoure des unités Bone Splitter Army tant qu'elles sont à 18 pouces ou moins de ce général. Alors ça par contre pour le coup c'est pas mal. Autant en Iron Joe c'était moyen le plus 2, autant là c'est quand même mieux parce que vous avez des gros packs, donc beaucoup plus sensibles à la brèverie. Pas forcément des tonnes de CP pour immuniser tout ça, et une brèverie pas extraordinaire. Donc on est content de l'avoir. On a de choses à faire en fait avec les PC que Ouais. la braverie. Ensuite, on va avoir tueur de monstres. À la phase de combat, après que ce général a combattu pour la première fois à cette phase, ce général peut combattre une seconde fois s'il se trouve à 3 pouces ou moins d'unité monstre. Alors ça aurait été pas monstre, ça aurait été pas mal. Maintenant c'est quand même pas des gros persos de corps à corps, on n'a pas de Mokrocha, on n'a pas de choses comme ça, donc globalement pas extraordinaire. Yes. Ensuite, on va passer aux traits de commandement bizarrerie chamanique qui sont réservés aux sorciers. On va commencer par ruser à mort. Au début du premier round de bataille, vous pouvez recevoir des 3 points de commandement bonus. Ah ça c'est quand même pas mal parce que on a un vrai bon sorcier qui est le Wargog Shaman, qui sera quand même assez souvent général, parce qu'il est quand même nettement au-dessus des autres sorciers de l'armée. Des 3 points de commandement, ça commence à causer quand même. Donc ouais, je pense qu'on prendra ça. Ensuite, on va avoir maître des arbres, ajouter 1 au jet de lancement et de conjuration et de dissipation de ce personnage. C'est le même que l'Iron Joe, donc c'est fort tout le temps. les mêmes réflexions. C'est pas mauvais, mais les 3 points de co sont quand même vraiment bien. On va avoir ensuite puissance de la bête. Ce général connaît un sort supplémentaire de domaine de la bête et peut tenter de lancer un sort supplémentaire à votre phase de héros. Même chose que tout à l'heure, encore une fois, à mettre en opposition des 3 points de commandement. Alors, dépendamment du nombre de sorciers que vous allez avoir, si vous avez vraiment besoin d'avoir 2 sorts, pourquoi pas prendre ça? Mais vous avez pas mal de petits sorciers qui sont bons dans l'armée, qui donnent des bonus et comprendre. Donc, je pense pas que vous aurez des problèmes de lancement de sorts. Donc, vous irez chercher les 3 points de co. Ensuite, on va passer aux artefacts. Pareil, les artefacts, on va avoir les héros Bone Splitter et on va avoir les sorciers Bone Splitter. Sous-entendu, les sorciers ont accès aux deux alors que les héros ont accès que s'ils sont sorciers au deuxième. Rusé. Rusé. Mais brutal. Alors, on va commencer par os de boss et autres babioles. Donc pour les héros, quels qu'ils soient, sirop de doc, une fois par bataille. À votre phase de héros, vous pouvez guérir des cibles blessures allouées au porteur. C'est quand même assez moyen sur des personnages qui n'ont pas suffisamment de points de vie pour vraiment le rentabiliser. On aurait voulu l'avoir pour le coup sur ceux sur Mokrocha. Oui. Ensuite, trophée barbare, ajouter 1 à la caractéristique de bravoure des unités Bone Splitter Army tant qu'elles sont entièrement à 18 pouces ou moins. On peut donc avoir plus 3. Ouais, là, du coup, ça commence à être vraiment pas mal. Donc, pourquoi pas? Ensuite, on va voir Gris-Gris en os. Une fois par phase, vous pouvez relancer un jet de touche ou un jet de blessure pour une attaque du porteur, soit relancer un jet de sauvegarde pour une attaque qui cible le porteur. C'est quand même très moyen. Hein. Machine raciste. Ensuite, on va avoir Tatouage qui brille. Quand vous utilisez le trait de bataille Peinture de guerre pour annuler une blessure ou blessure mortelle avec cette figurine, ça se sera sur du 4 et non sur du 6. C'est l'aptitude générique qui fait que sur du 6, t'annules un PV perdu. Grosso modo, c'est un Feel No Pain à 4. Sur un petit personnage, que les personnages, encore une C'est fois, le sont problème, pas très tanky. c'est le problème. Alors, ça aurait été sur toute l'armée, mais juste sur lui, Oui, enfin, ça aurait été sur toute l'armée, ça aurait pas été ça, ça aurait été ça. c'est possible, ouais. Ensuite, on va voir Chico de Dragon. Choisissez une des armes de mêlée du porteur. Si le jet de blessure non modifié pour cette attaque est 6, alors doublez les dégâts infligés. C'est pas terrible, hein. Petite déception quand même hein, sur les artefacts Bone Splitters. Ensuite, Schlass de l'arme bois. Choisissez une des armes de mêlée du porteur. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée. Ouais, c'est quand même assez faible. Globalement assez faible. On va passer justement aux artefacts pour les sorciers. Et déjà, c'est réservoir d'énergie WAG. Tu sais d'où ça vient. Et le premier est monstrueux. Masque du gros Wirog. En puisant dans le pouvoir de ce masque ancien,
C'est une métaphore. En puisant dans le pouvoir de ce masque ancien, le porteur peut projeter des traits verts avec ses yeux, mais s'il fixe trop sa cible longtemps, sa propre tête risque d'exploser. Je peux pas te regarder sinon j'arrive pas à lire. À votre face de héros, vous pouvez choisir une unité ennemie à 12 pouces ou moins et visible du porteur, puis jeter jusqu'à 3 dés. Dans ce cas, chaque jet de 2+, inflige D3 blessures mortelles à l'unité ennemie choisie, et chaque jet de 1, D3 blessures mortelles au porteur. Donc ça fait 3d3 mortels à 12 pouces. Sur 3 G à 2+. Et même si vous faites 1, vous prenez des 3, c'est pas trop grave. Il fait très très mal. C'est pas un sort, hein. Non, C'est c'est en pas plus un sort. du reste. C'est en plus du reste. Donc c'est 3d3. En gros, c'est 6 mortels stat. Hein. C'était 6 mortels à 12 pouces, 6 mortels à 12 pouces, c'est hyper fort. Ah ouais, c'est super très très fort. Bout d'os de Mork, vous pouvez ajouter 1 au jet de lancement du porteur. Si jamais il y a 2 monstres à 24 pouces du porteur, alors ça sera 2 au lieu de 1 au bonus. C'est quand même vachement moins bon que celui d'avant. Hein. Un peu. Ça reste pas mauvais, mais c'est moins bon que celui d'avant. Yes. Peinture WAG de Mystique au début de votre phase de héros. Effectuez un jet sur le tableau de domaine de la bête sauvage. Le porteur peut tenter de lancer ce sort à cette phase de héros en plus des autres sorts. Si le héros porte déjà ce sort, il peut tenter de lancer une fois supplémentaire à chaque phase de héros en plus des autres sorts. Alors, très aléatoire, mais vous allez voir que la magie Bone Splitter est de toute manière très aléatoire parce que vous générez des effets supplémentaires quand vous faites des doubles. Donc à partir de là, on oublie les stats, on oublie les probas. Donc franchement, celui-là est pas mauvais, parce que déjà un sort en plus, on est content de le prendre. Et si jamais vous retombez sur le très très bon sort que vous avez déjà et que vous pouvez le caster 2 fois dans la phase, ça devient fort. Donc d'abord le masque en numéro 1, si vous prenez un bataillon, celui-là en deuxième. T'as parlé du domaine de sort, on va justement rentrer dedans, ça va être le domaine de la bête sauvage. On va avoir malédiction du squig, le chaman transforme sa cible en squig bestiole. Puis l'Oruk ramasse la pauvre bête et presse la magie hors de sa petite créature pour renforcer ses sorts. Alors ça va avoir une valeur de lancement de 6, si lancé avec succès, choisissez un héros ennemi à 3 pouces ou moins du lanceur. Ce héros subit T3 blessures mortelles et si ce héros est tué, alors on aura +1 pour lancer les sorts pour le reste de la bataille. Alors, le problème c'est que la portée de 3 pouces fait très mal à ce spell qui est donc devient très situationnel, mais je pense que si vous jouez Bone Splitter, vous faites un tableau et vous mettez tous les mecs que vous avez transformés en squig. Nagash, Archaon, enfin pour le coup tu te fais ton tableau de chasse, c'est génial à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir Souffle de Gorka Morka, qui a une valeur de lancement de 6 si lancé avec succès. Choisissez une unité Bone Splitter ami entièrement à 24 pouces ou moins et visible du lanceur jusqu'à votre prochaine phase de héros. Doublez la caractéristique de mouvement de l'unité. De plus, jusqu'à votre prochaine phase de héros, l'unité peut voler. Si le jet de lancement était un double, triplez la caractéristique de mouvement de l'unité au lieu de la doubler. Moi, si on peut bouger de 24... Ouais. Ouais, c'est très très fort comme spell. C'est très très fort parce que vous avez quand même les chevaucheurs de cochons. On a vu, ils auront avancé de 8 pouces, parce qu'ils auront pas reculé, faut oublier ce qu'il a dit. Ils auront avancé de 8 pouces comme des orques, des vrais, et après ils vont bouger de 24 en volant. Charge T1, systématique. Non mais charge T1 en snipant le perso. C'est ça, c'est bien. Esprits bestiaux et brutaux qui va avoir une valeur de lancement de 6. Si lancé avec succès, choisissez une unité Bone Splitter ami et entièrement à 24 pouces ou moins et visible du lanceur jusqu'à votre prochaine phase de héros. Ajoutez 1 au jet de course et de charge pour l'unité choisie. Et ajoutez 1 au jet de touche pour ses attaques. Si, et il y a une petite faute de frappe, le jet de lancement était un double, vous pouvez choisir 2 unités Bone Splitter ami pour la buffer. Bon, quand même, le plus un course, plus un charge, surtout le plus un charge, on est quand même content de le prendre, et plus le plus un touche. Bon, ça fait que nos cochons volants qui auront traversé la table en une fois chargeront encore mieux et feront encore plus mal. C'est un bon spell. Yes, à savoir que bestiaux mais rusés, donc le sort en opposition, le sort numéro 5, qui se lancera aussi sur du 6 et aussi entièrement à 24 pouces, lui permet d'avoir +1 à la sauvegarde. Ensuite, on va avoir broyeur d'os qui va avoir une valeur de lancement de 6. Si le sort est lancé, choisissez une unité ennemie à 24 pouces ou moins et visible du lanceur, et là, dépendamment de où est-ce qu'elle se trouve, elle va prendre plus ou moins cher. Sous-entendu, si elle est à moins de 6, alors elle prendra des 6 blessures mortelles. Si elle est entre 6 et 12, elle prendra des 3, et si elle est à plus de 12, elle en prendra une. C'est l'inverse de ruine arcanique des idonates. En fait, plus t'es prêt, plus ça fait mal. Donc c'est un sort qui est compliqué à mettre en place, parce que ça nécessite que votre chaman soit trop près de l'adversaire, c'est un peu dangereux pour lui. Voilà. Le fait est quand même qu'on l'a vu tout à l'heure, mais s'il est prêt avec son casque, il va pouvoir Ah faire oui. 3d3 et en plus de ça d6. Ouais, s'il est vraiment pris, il mec, peut il te vous met s'envoyer sur la n'importe lune. quel stat, quoi. Boum. Il peut te faire très très mal. Ensuite, on va avoir Cri de guerre de Gorka Morka, qui a une valeur de lancement de 7. S'il lance avec succès, choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible du lanceur, infligez des 3 blessures mortelles à l'unité. De plus, l'unité combat à la fin de la prochaine phase de combat. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous aviez une unité qui devait taper en premier et qui est forcée par ce sort de taper en dernier, elle va taper dans le séquençage normal. En fait, ça a été faqué au moment de Slanesh et tous ses locus. Pour être bien clair, maintenant c'est comme ça que ça se passe. Donc ça permet de faire charger 2 unités, dire moi je vais taper en premier avec celle-là, parce que c'est mon tour. Celle-là va taper en dernier. Donc riposte avec l'unité que je t'ai peut-être tué, ou enfin en tout cas dans laquelle j'ai fait pas mal de pertes, et après je pourrais taper avec ma deuxième. Donc stratégiquement il est assez intéressant. Donc vous avez ce sort là qui est bien, et évidemment le souffle, mouvement x2 ou x3 et vol qui est très très bon. On va maintenant passer aux différents clans. Ils sont au nombre de 3. Malheureusement, il n'y en a aucun qui parle de touffe.
On va commencer par les Bone Greens. Eux, ils vont débloquer l'aptitude. Allez-y, les unités ennemies à 12 pouces ou moins de la moindre unité Bone Green amie au début de leur phase de charge doivent tenter de charger ou doivent effectuer un mouvement de charge s'il est possible pour eux de le faire. De plus, les unités ennemies à 3 pouces ou moins d'unités Bone Green amie ne peuvent pas se replier. C'est quand même pas mal, parce que vous jouez des orques, le principe c'est péter la tête de votre adversaire, là même si jamais vous n'arrivez pas à les charger, rien ne vous empêche de courir le plus loin possible, de vous mettre juste devant lui pour qu'il soit obligé de vous charger. Après, il ne faut pas qu'il tape plus fort que vous, ce qui peut arriver parfois, mais c'est quand même vraiment pas mal comme aptitude. Et le fait d'empêcher l'adversaire de se replier, c'est un gros avantage stratégique. Alors évidemment, c'est surtout bien contre les armées de tir. Hein. Vous faites ça face à des Iron Joe ou des Daughter of Cain. Ils sont contents. Ils seront contents de vous arriver dessus aussi. Mais par contre, contre du Caradron ou contre du Free People, selon certaines orientations de liste, c'est quand même un bon avantage. Ensuite, on va débloquer les aptitudes de commandement pour les héros. L'esprit est en toi. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de combat. Dans ce cas, choisissez une unité amie entièrement à 18 pouces ou moins d'un Big Boss jusqu'à la fin de la phase. Si le jet de touche non modifié pour une de ces attaques est 6, alors ça causera 2 touches au lieu d'une. Voilà, première occurrence quand vous faites un 6 pour toucher, vous avez 2 touches, qui est quand même une des synergies globales les plus importantes de l'armée. Donc si on a 2 ou 3 points de commandement, on peut le lâcher 2 ou 3 fois, et d'après la note du concepteur qu'on a vu juste avant, chaque 6 vous fera 4 touches par exemple. Et sachant que les orques sauvages mettent énormément d'attaques, donc jettent énormément de dés, ça génère vraiment beaucoup de volume de dégâts. Ensuite, on va parler au trait de seigneur de guerre, trait de commandement, qu'on sera obligé de prendre quel que soit le général pour le coup, avec véritable monstre. Soustrayez 1 à la caractéristique de bravoure des unités ennemies tant qu'elles sont à 12 pouces ou moins de ce général. Ah, ça par contre, c'est pas terrible. Hein. Ouais, mais l'aptitude de Co fait que... Mais l'aptitude de Co est très T'en forte. foutra En fait. ton général. Il sera pas là pour avoir un trait de seigneur de Ce guerre. sera un sorcier planqué derrière, donc de toute manière, on n'aura pas le bonus. Yes, et enfin, on va aussi avoir l'obligation pour le premier Big Boss d'avoir l'artefact Totem Maw Crusher. Une fois par bataille à votre phase de tir, le porteur peut tirer comme s'il était armé d'un braillement crève-boyau de la charte d'unité de Megaboss sur Maw Crusher. Ouais, c'est marrant, c'est les D-City. Hein. À 8 pouces, ouais. C'est assez aléatoire. En fait, je suis même pas sûr qu'on jouera de Big Boss dans cette unité-là, enfin dans ce clan-là, parce que l'aptitude de Co du clan fait un peu doublon avec l'aptitude du Megaboss. Et comme elle est spammable, pas forcément besoin de jouer le Savage Boss. Je pense qu'on aura surtout beaucoup de chamans. Ouais, c'est vrai. Ensuite, on va passer au clan des Icebone, avec l'aptitude frappe paralysante. Si le jet de blessure non modifié pour une attaque d'une unité Icebone est 6, améliorez de 1 la caractéristique de perforation. C'est pas mal ça par contre. Voilà. C'est des petits dégâts en plus qu'on est content de prendre. Voilà. Carrément. Ensuite, on débloquera l'aptitude On le fige et Cassos. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à la fin de la phase de combat. Dans ce cas, choisissez une unité Icebone amie à 3 pouces ou moins d'une unité ennemie et à 18 pouces du héros qui avait émis justement cette aptitude de commandement. L'unité Icebone pourra alors se replier. De plus, jusqu'à votre prochaine phase de charge, on soustraira 2 pour les charges ennemies qui étaient à 3 pouces. Sous-entendu, de qui on s'est désengagé. C'est ça. Alors, en fait, le fluff, c'est que les cochons des Icebone gèlent leur adversaire. Donc en fait, vous êtes au corps à corps, vous vous embarrez, c'est pas très orc, et vous ralentissez votre adversaire avec -2 en charge. Alors, en soi, c'est correct sans plus. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ça se stack. Donc on peut facilement mettre un -4, parce que -6, ça commence à être très cher payé. -4, votre adversaire ne vous rattrapera pas. Donc ça permet de paralyser un gros monstre un peu dangereux sur place, une Morathi, un gardien des secrets Silence ou ce genre de choses. Voilà. C'est rigolo comme manière de jouer, c'est pas extrêmement fort, mais c'est marrant. Le trait de commandement qui lui sera réservé à un Weirnob Icebone, donc pour le coup, il y a moyen de l'esquive. Si on prend un autre personnage, ça va être Warboard pur sang. Ajoutez 2 à la caractéristique de mouvement de ce général. De plus, ajoutez 1 au jet de touche et de blessure pour les attaques de cette figurine. C'est un trait de commandement qui n'est pas extraordinaire, vous êtes obligé de mettre ça sur un sorcier, sur cochon, pour le faire aller plus vite vers l'adversaire et le faire taper plus fort, sachant que vous n'avez pas spécialement envie qu'il le fasse, c'est moyen. Et enfin, l'artefact qu'on va débloquer, ou pour le coup, là, ça sera le premier artefact qu'on prendra. On aura l'obligation, quel que soit le personnage, de l'avoir. Ça va être Peau de Katanak. Ajoutez 1 à la caractéristique de bravoure des unités Icebone amies tant qu'elles sont entièrement à 18 pouces ou moins du porteur. Ça aurait été Peau de Karanak, j'aurais trouvé ça vachement plus marrant. Mais ouais, c'est sympa. On peut monter à +4 du coup. Pourquoi pas, à la limite, encore une fois, pour fiabiliser. T'as pas le choix que de la prendre. C'est ça, donc oui, bah voilà. Et enfin, on tombe pour le coup sur le clan le plus charismatique et certainement le plus fort, c'est les Dragfoot. C'est celui qui avait été leaké sur Warhammer Community, puisqu'on va débloquer l'aptitude force de la volonté. L'aptitude éthérée n'a aucun effet sur les attaques d'unités Dragfoot. On les appelait Darkfoot, c'est plus stylé. De plus, toute aptitude qui annule des blessures n'a aucun effet sur les blessures infligées par les unités Dragfoot. Sous-entendu, tout ce qui va être insensible à la douleur, tout ce qui fait qu'on va les annuler sur du 6 ou sur du 4 quand on a un petit Fire Slayer en slip, et ben là ça ne marchera pas. Et ça, c'est un nouveau mécanisme de jeu qu'on n'a pas l'habitude de voir.
Ouais, alors heureusement que les unités sont intrinsèquement pas monstrueuses. Parce qu'en fait, quand tu regardes les Feel No Pain, t'en as énormément. Les Daughters en Agnar, l'Hades, comme tu dis effectivement les Fireseer, enfin il y a vraiment eux-mêmes qui ont leur Feel No Pain à 6 avec leur tatouage. Il y a quand même vraiment beaucoup de choses, plus le fait qu'ils ignorent la reine éthérée. Alors ça veut pas dire qu'ils ignorent les sauvegardes éthérées, ça veut dire qu'ils ignorent le fait qu'elles ne peuvent pas être modifiées. Il y a quand même pas mal de reines dans l'armée. C'est vraiment très bon. Je pense qu'une armée de Death ou une armée par exemple d'auteurs de Agnar qui va jouer contre un clan de Dragfoot, il va vraiment pas rigoler. Parce que mineur, le tanking de nos figurines, on le paye. Et avoir une règle gratuite dans l'armée adverse qui nous fait sauter toutes nos règles que nous on a payées, ça déséquilibre un peu la partie. Donc ça peut être complètement nul et ne rien faire si votre adversaire n'a rien de tout ça, type un Stormcast. Par contre, votre armée est basée là-dessus. Alors, les pauvres Nightown qui ont et un Feel No Pain et qui sont éthérés, ils perdent tout en fait là-dessus. Donc il y a potentielle frustration, mais en jeu équipe, ce clan est très sympa. Ensuite, on va débloquer l'aptitude Casser la magie. C'est une aptitude qui s'utilise après qu'un sorcier ennemi ait lancé un sort. Dans ce cas, choisissez une unité amie de 10 figurines ou plus et qui est entièrement à 18 pouces ou moins d'un prophète Darkfoot ou d'un Warlock ami. L'unité peut tenter de dissiper ce sort et on ajoutera un au jet de dissipation si l'unité a plus de 20 figurines. Ouais, en fait, on reste dans le thème. Le principe des Dragfoot, c'est qu'ils détestent tout ce qui est magique, tout ce qui est éthéré, etc. Donc le fait de pouvoir dissiper la magie avec nos bandes d'orques, en hurlant, parce que le fluff c'est ça, c'est il gueule et ça dissipe le sort, c'est assez marrant, et c'est pas mauvais en termes de jeu. Carrément, ouais. Ensuite, le trait de commandement qui, lui, pour le coup, sera obligatoire si on choisit un keyword sorcier. Donc, il y a moyen, encore une fois, de l'esquive, mais on aura En général, on prend des systématiquement sorciers. Ouais. un sorcier. On va débloquer la boule de feu. La boule de feu a une valeur de lancement de 5. Si lancée avec succès, choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible du lanceur. Si cette unité ennemie a une figurine, elle subira une blessure mortelle. Si elle a de 2 à 9 figurines, ça sera des 3. Ou alors, si elle a 10 figurines ou plus, elle subira des 6. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est exactement le même sort que le sort des Battle Mages de City of Sigmar quand ils sont en Akshi et qu'ils lancent des boules de feu. Parce que eux aussi viennent d'Akshi et en fait, à force de vivre dans cet environnement, ils ont appris le sort. Voilà. Donc c'est un très bon sort en City of Sigmar. C'est aussi un très bon sort là qui va rajouter encore des dégâts mortels. Avec le petit masque, avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, le mec peut quand même mettre énormément de mortels à courte portée. Bah, clairement, il est stat à 12. Ouais. Donc oui, ça rigole pas trop. Ensuite, on va voir comme artefact de pouvoir pour n'importe quel héros, pas de moyen d'esquive ça, tatouage qui brûle. Quand vous réussissez à annuler une blessure ou une blessure mortelle grâce à l'aptitude justement de l'allégeance peinture de guerre, alors on renverra une blessure mortelle à celui qui l'a faite s'il est à moins de 1 pouce. Ouais, c'est fluff parce que c'est le tatouage en feu maintenant, franchement. C'est sur du 6, sur des persos pas tanky qu'on veut pas trop mettre au corps à corps. C'est moyen, mais c'est une taxe, on est obligé de le prendre. À côté de ça, le clan est quand même vraiment très correct. On a fait le tour justement de l'ensemble de ce qui va faire les règles des figurines qu'on va voir juste après, donc avec leur War Scroll. Qu'est-ce que tu en penses pour l'instant? C'est quand même un peu en dessous de l'Iron Joe. On a une projection qui est correcte avec le sort Souffle de Gore qui permet quand même d'aller très vite, mais on n'a pas tous les tricks en phase de mouvement, on n'a pas la possibilité de retaper en face de héros, on n'a pas la possibilité de se téléporter, etc. Pour l'instant, c'est quand même légèrement en dessous de l'Iron Joe. Voilà. Ok, on va maintenant découvrir justement les War Scrolls. On va commencer par le Wargog Prophète. Celui-ci vaut 160 points. On va juste regarder le fait qu'il ait 7 PV, un mouvement de 5, une bravoure à 8 et une sauvegarde à 5. Il est quand même en mousse, mais il a pas mal de points de vie. 7 PV pour un mage, c'est quand même vraiment très Un bien. mage à 160 points, coup même. C'est con, même. Il va quand même faire 4 attaques en 4+, 3+, sans reine, dégâts D3, et D3 attaques en 4+, 3+, sans reine, dégâts 1. Donc un mage qui te pète la tête. Hein. Ouais, complètement. Il va avoir Prophète de la Weg. Si cette figurine fait partie de votre armée et est sur le champ de bataille, vous recevez alors, sur un 4+, un point de commandement. Donc avec le D3 qu'il peut vous donner, si c'est votre général, vous êtes quand même à D3 plus 1 assez fréquemment. Il va vous donner entre 2 et 3 points de commandement sur la game. Plus le D3, il se rentabilise direct, le garçon. Donc c'est très fort. Ensuite, il va avoir Masque Bestial, soustrait 1 au jet de touche pour les attaques d'armes de mêlée qui ciblent cette figurine. Bah, c'est un peu de survivabilité en plus, comme ça il a attention messieurs, au tir et au corps à corps, plutôt bien. Parce que ça va être la pierre angulaire de l'armée, on le protège. C'est pas mal parce que pour le coup, quand tu as 7 PEV, systématiquement, tu vas au moins niquer une blessure, en fait, comme ça. Enfin, une touche. Et enfin, magie, puisque cette figurine va pouvoir tenter de lancer 2 sorts, et de base, elle connaîtra Point de Gork, qui a une valeur de lancement de 5. Si lancé avec succès, choisissez une unité ennemie visible du lanceur et à 24 pouces ou moins de lui, et jetez autant de dés que de figurines pour chaque jet de 6, alors l'unité subira une blessure mortelle. À savoir quand même que s'il y a plus de 10 figurines, ça triggera pas sur du 6, mais sur du 4. Et là, pour le coup, c'est plus du tout la même Donc chose. ça tabasse très fort. En fait, c'est un coup de gun summoner. Voilà. Donc, faut viser les hordes, parce que de toute manière, c'est là où vous allez rentabiliser le sort. Mais franchement, une mortelle sur chaque quête plus, la pluie de points verts, elle est quand même assez impressionnante. Et c'est un sorcier niveau 2, qui a un châssis relativement tanky, pour 160 points, avec un très bon sort. Et les autres très bons sorts qu'on a vu tout à l'heure, le personnage est assez indispensable à ce qu'il y ait une armée Bone Splitter.
On va passer ensuite au Savage Big Boss. Lui, pour le coup, il ne veut que 100 points. Il bouge aussi de 5. Il a 6 points de vie, une bravoure à 7 et une sauvegarde à 6. Il est en slip, mais il est énervé, puisqu'il va faire 6 attaques en 3+, reine -1, dégâts 2. Il va avoir comme première aptitude choper-les. Après, choper l'oiseau. Après que cette figurine a combattu la première fois à la phase de combat, vous pouvez choisir une unité Bone Splitter ami qui n'a pas encore combattu, mais qui a 3 pouces ou moins d'une unité ennemie et entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine-là. L'unité choisie combat immédiatement avant que le joueur adverse choisisse une unité pour la faire combattre à cette phase. L'unité choisie ne pourra pas combattre à nouveau à cette phase, sauf s'il a une aptitude ou un sort qui lui permet. En fait, c'est comme les personnages Bloodletter en corne. En fait, il tape, lui, et il y a une unité à côté sous quand même un certain nombre de conditions qui peut réenchaîner la tape. C'est mignon, en fait, ça permet de le faire taper quasiment toujours lui en premier sans se priver de l'impact en premier de ta grosse unité qui est à côté. C'est un petit bonus parce qu'il tape quand même quasiment aussi fort qu'un Megaboss Iron Joe, donc c'est pas dégueu. Et enfin, il va avoir l'aptitude de commandement attaque sauvage. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de combat. Si vous le faites, choisissez une unité amie entièrement à 12 pouces ou moins d'une figurine amie ayant cette aptitude de commandement jusqu'à la fin de la phase. Si le jet de touche non modifié pour une attaque de l'unité choisie donne 6, alors ça sera 2 touches au lieu d'une. En fait, c'est le trait que vous aviez chez les Bone Grits. Donc soit vous jouez Bone Grits et vous ne prenez pas de Savage Big Boss, soit vous ne jouez pas Bone Grits et vous prenez forcément un Savage Big Boss, vous stackez les points de commandement et comme on vient voir que le Wargog vous en donne un certain nombre, et vous spammez ça sur la même unité parce que ça se spam et vous essayez de monter à 2-3 fois l'occurrence de cette aptitude là, et dès que vous faites un 6, ça génère 2 ou 3 touches en plus. Voilà, c'est ça le moteur de l'armée. Donc le personnage en fonction du clan que vous allez prendre est indispensable, il faut en jouer un. Ensuite, on va passer au Maniac Weird Nob. Lui, il vaut 120 points, il bouge de 12, il a 6 points de vie, une braverie à 7 et une sauvegarde à 6. Il va être équipé d'un bâton d'os qui va faire 3 attaques en 4+3+, sans reine, dégâts D3, et de sabots qui vont faire 2 attaques en 4+4+, sans reine, dégâts 1. Comme c'est un petit monsieur sur sanglier, il va avoir l'aptitude de charge de sanglier, et ça sera partagé avec toutes les figurines qui, elles, seront montées aussi. Ajouter 1 au jet de touche et de blessure pour les attaques de sabots et de défense, à partir du moment où on a fait un mouvement de charge à ce tour. Ensuite, il va avoir Squig Zarbi, puisque le Squig bestiole d'un Maniac Weird déborde d'énergie WAG. Une fois par tour, vous pouvez relancer un jet de lancement, de conjuration ou de dissipation pour cette figurine. C'est un bon bonus. C'est un C'est un bon bonus, ouais. Sachant que tu sais que le Squig Zarbi, c'est Nagash. C'est qu'il l'a transformé avec le sort qu'on a vu tout à l'heure, t'es content. Figurine à 120 points, on le rappelle, donc c'est quand même un très très bon bonus. Et enfin, c'est une figurine qui pourra tenter de lancer un sort et qui connaîtra, en plus des sorts génériques, l'esprit de l'os, qui a une valeur de lancement de 7. Si elle est lancée avec succès, vous pouvez choisir une unité Bone Splitter amie entièrement visible à 12 pouces du lanceur. Jusqu'à votre prochaine phase de héros, si le jet de touche non modifié d'une figurine est 6, alors ça infligera 2 touches au lieu de 1. Le sort est très correct. Et en plus de ça, en fait, c'est sa relance qui va le rendre indispensable. Parce qu'on a besoin du souffle. Le truc qui double le mouvement ou qui le triple et qui donne le vol, il est indispensable. Donc comme le Wargog n'a aucun fiabilisateur, sauf si on va chercher l'artefact ou le trait de commandement, on va prendre systématiquement lui pour lui mettre le souffle, pour avoir au moins une source fiable de lancement de sort pour ce spell qui est indispensable. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec le Wardock. Lui, il ne vaut que 80 points, il bouge de 5, 5 points de vie, bravoure à 7 et une sauvegarde à 6. Il va faire 4 patates en 3+, sans reine, dégâts D3, mais il n'est pas là pour ça. Il va avoir comme aptitude la danse rituelle au début de votre phase de héros. Vous pouvez dire que cette figurine effectue une petite danse. Il va avoir la danse Grim Dock qui fait que choisissez une figurine Bone Splitter amie à 12 pouces ou moins de cette figurine et jetez un dé sur 3+. Vous pouvez alors la guérir de D3 points de vie. C'est sympa. Ensuite, on va avoir la danse Glyph Dock qui fait que pour le coup, on va pouvoir choisir une unité entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine et jeter un dé. Sur 3+, on va pouvoir ajouter 1 au jet de sauvegarde pour les attaques ciblant cette unité, à savoir qu'une unité ne pourra pas avoir ce buff plus d'une fois par phase. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a aussi un sort qui permettait de faire ça, c'était les esprits brutaux mais rusés. Donc en fait, on peut monter à +2, c'est la combinaison des deux qui rend ça intéressant. Après, ça reste un bon boost, un plus en save. On a un joueur Fire Slayer qui sait la valeur de ce buff-là. C'est sûr. Voilà. Et enfin, on va avoir la danse Weird Dock, puisque choisissez un sorcier Bone Splitter habillé entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine et jetez un dé sur 3+, ajoutez 1 au jet de lancement, conjuration et dissipation pour le sorcier, et ça fonctionnera jusqu'au début de sa prochaine phase de héros. Et c'est donc la première aptitude qu'on lancera à la phase de héros pour buffer C'est le ça, sorcier. ça va mettre buffer un Wargog Prophet ou etc. Donc c'est pas mal. En fait, il faut voir que c'est des petits bonus gratuits, sachant que lui-même est un sorcier. À 80 points, le personnage est vraiment pas cher. Il n'a pas de sort, mais il peut bien évidemment les tirer C'est dans ça. le domaine de cette allégeance-là. Ensuite, on va passer aux lignes, on va passer au Savage Oruk. Les Savage Oruk, pour le coup, ils sont jouables de 10 à 30. Ils sont à 120 points par tranche de dick avec une réduction en masse puisqu'on les aura à 30 à 100 points les 10, sous-entendu à 300 points pour ce gros pack. Ils sont sur socle de 32 quand même. Et ils vont avoir 2 points de vie par tête de pipe, un mouvement de 5, une sauvegarde à 6. Ils vont avoir 2 attaques. On va pouvoir choisir en fait comment est-ce qu'on les équipe. Soit 2 attaques en 4+3+, sans reine, dégâts 1. Soit 2 attaques, mais cette fois-ci à 2 pouces en 4+4+, sans reine, dégâts
1. Ils vont avoir au niveau de leur état-major un boss qui va avoir plus une attaque, un tape-crâne, donc le Jumbé qui va pouvoir faire plus 2 au jet de charge et on pourra en avoir un par tranche de 10 figurines et aussi un porteur de totem puisque on pourra avoir plus 1 à la braverie de cette unité si elle est pourvue de la bannière. Et enfin comme aptitude esprit de Gorka Morka, on pourra ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée pour cette unité si elle comporte plus de 15 figurines. Donc c'est quand même une bonne ligne parce que à 30 bonhommes pour 300 points, vous êtes à 5 points le PV, ce qui est quand même une des lignes les moins chères du jeu. Pour ça, vous avez 3 attaques par gars en 4+4+. Vous avez une save à 5 parce qu'ils ont leur bouclier, ils ont plus 1 en sauvegarde, un fil no pain à 6 et un +2 à la charge. Alors le seul défaut, c'est la braverie, qui va nécessiter un certain nombre de CP, mais ça prend bien la table. Comme je dis, c'est des socles de 32 mis en range 2, donc ils peuvent quasiment tous taper. C'est une vraie bonne ligne, très correcte par rapport à son coût en points, donc c'est une bonne surprise. Ensuite, on va passer justement aux Savage Beard Boys, sous-entendu des Savage, mais qui eux vont être montés et sont jouables de 5 à 20, donc on peut se faire une belle bande quand même de mecs sur petit cochon. Là, il n'y a pas de réduction de masse possible, ils sont toujours à 130 points par tranche de 5 figurines. Ils vont avoir un point de vie de plus, ils vont donc en avoir 3, une braverie à 5 et une sauvegarde à 6. C'est pareil, hein, ils peuvent avoir des boucliers et donc améliorer leur sauvegarde de 1. C'est le même principe d'état-major avec le plus 2 en la charge, avec le plus 1 en braverie et le plus 1 attaque sur le petit chef. Eux, ils vont avoir le choix d'être équipés de tritranche ou de kitrou, sous-entendu, ils vont pouvoir faire soit 3 attaques en 4+3+, sans range dégâts 1, ou alors 3 attaques en 4+4+, mais eux sur range 2. Et bien évidemment, ils pourront avoir des sabots et des défenses pour faire 2 attaques en 4+4+, sans range dégâts 1. Ils ont, comme on l'a vu tout à l'heure, le premier personnage sur cochon, l'aptitude charge de Bard Boy, qui fait que, en gros, on va pouvoir avoir plus 1 au jet de touche et au jet de blessure pour les sabots et la lance qui tape sur 2. Donc on se redirigera quasi systématiquement sur cette Encore une petite fois, lance. c'est le même débat qu'avec les Gorgruntar. Ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'ils bougent de 12. Donc en fait, il faut imaginer avec le spell qui va les faire bouger de 24 en volant, ou de 36 en volant, sachant qu'ils auront déjà bougé de 8 au début de la partie. Donc les mecs, ils traversent littéralement la table tour 1. Voilà. Donc c'est une unité qui est quand même assez dur à affronter. À impactante. mon avis, lors de ton déploiement, tu dois réfléchir à tout. Tu dois penser au tour 1, tu dois penser au tour 2, tu dois mettre des murs partout, ça doit être très Bah, intéressant. surtout qu'on parlait de technique de Sioux, mais si tu les mets pas comme ça, mais comme ça, eux, ils ont pour le coup des petits socles. Donc en fait, si tu espaces mal tes cordons, ils peuvent très bien jump au milieu des cordons. Donc il faut faire gaffe à ça. Donc il faut jouer en tortue, sinon ils te rentrent dedans très vite. Donc c'est une bonne unité cohérente avec son coup en point, c'est des lignes très sympathiques. Yes, on enchaîne ensuite justement avec les Savage Big Staba, une des unités les plus charismatiques, puisque c'est ceux avec les un peu flèches là, qui eux, pour le coup, coûtent 100 points les 2 figurines, on peut les jouer de 2 à 8 et il n'y a pas de réduction de masse. Ils vont avoir 4 points de vie par tête de pipe, ils bougent de 5, braverie à 6 et une sauvegarde à 6, et ils vont pouvoir taper à 3 pouces en faisant 3 attaques en 3+3+, reine moins 2, dégâts D3. Ils vont avoir comme aptitude l'ultime lancer, le lancer d'une vie quelque part. Chaque fois qu'une figurine de cette unité est tuée par une attaque d'arme de mêlée, avant de retirer cette figurine du jeu, choisissez une unité ennemie à 3 pouces ou moins, et on pourra jeter un dé sur un 4+, on aura plus 2 si jamais c'est un monstre, alors elle subira D3 blessures mortelles. Ce sera empalé sur d'autres flèches. C'est ça. Autre aptitude, on va avoir plus ils sont gros, mieux ça rentre. Il y a 3 petits points, on met ce qu'on veut quelque part. La caractéristique de dégâts d'une attaque de monstre dans Dork est D6 si elle cible un monstre. Et là, on commence à voir que ça rigole plus trop. Maintenant, ils sont en mousse, à mon avis, Alors, le mec arrivera à les sniper. Ils sont en mousse, ils sont très chers. La seule chose qui les sauve, c'est la range 3. Parce qu'en fait, ils peuvent taper derrière les copains que tu aurais mis en ligne de 1. C'est une unité, comme tu as dit, qui est top charisme. On les a dans le kit des orques de base, donc de toute manière, vous aurez de quoi en monter. Faites-le, c'est pas extrêmement fort. Les jouez jamais par effectif maximum, parce que ça fait 400 points à l'unité. Mais c'est vrai que contre des monstres, ça peut mettre des baffes. Il y a moyen de faire des choses, parce qu'elle peut advance ses charges, et donc on peut se dire que bon, on claque son petit PC pour faire la mauvaise surprise juste une fois, et après on les rangera dans la mallette, en se disant, je bouge de 11, et derrière je charge. Quoi. Ouais, c'est charismatique, donc c'est rigolo. Ouais. Si vous reste 100 points, vous pourrez essayer de les rentrer. Ensuite, on va passer justement au Savage Oruk Mort Boy. Ils sont jouables de 10 à 30 et ils sont à 120 points par tranche de 5. Eux, ils vont être mis en opposition avec les Savage Oruk, mais eux n'ont pas de réduction de masse. Sous-entendu, ils ne sont pas à 300 points les 30. C'est ça la différence. Ils sont à 360 et ça se fait sentir. Carrément, ouais. Puisque eux, ils vont pouvoir faire quand même 3 attaques, donc c'est une de plus, mais à 1 pouce seulement, en 4+3+, sans range dégâts 1. On va avoir la même chose au niveau justement de l'état-major, donc plus 1 à la caractéristique de damage pour le petit chef. On va pouvoir avoir plus de jet de charge avec le Jumbé Top Crâne, et on va pouvoir avoir plus 1 à la braverie à partir du moment où ils ont l'étendard. En termes d'aptitude, on va avoir esprit de Gorka Morka, ajouter 1 à la caractéristique d'attaque si on est plus de 15, tout comme les autres. Et pouvoir de l'esprit bestial, ajouter 1 au jet de touche pour les attaques d'armes de mêlée de cette unité si un monstre ennemi a été tué. Point. Le problème, c'est qu'en fait, ils sont plus chers que les sauvages Oruk. Même s'ils ont une attaque de plus, comme ils n'ont pas la range 2, en gros pas, ils t'en mettent moins.
Leur seul bonus, c'est si tu tues un monstre ennemi, c'est quand même très situationnel, parce que déjà, il faut le tuer. Il faut qu'il y en ait un, ce qui n'est pas gagné à chaque fois. Donc, ils sont quand même moins bons, alors que c'est censé être les orques d'élite. Ils sont moins bons que leurs copains classiques. Donc, malheureusement, on les prendra pas. Ensuite, on va passer au Mord Boy sur cochon. Ça va être les Savage Board Boy Maniacs. Eux, pour le coup, ils vont être jouables de 5 à 20 et à 145 points les 5. Ils bougent, eux, de 12. Eux, ils vont avoir une sauvegarde à 6 et n'auront pas de bouclier. Ils vont pouvoir faire 4 patates en 4+3+, sans reine dégâts 1 et 2 patates de sabot de 4+4+, sans reine dégâts 1. Il y a la charge de sanglier qui fait que pour le coup, uniquement sabot et défense, là sera buffé, contrairement à ceux qui vont avoir des lances. Même principe pour les états-majors, on va pouvoir avoir plus de la charge, plus en braverie et plus une attaque si jamais on a l'état-major complet. J'arrive pas trop à voir leur positionnement par rapport aux autres. En fait, le truc, c'est qu'ils montent à 5 attaques avec la fureur des maniaques s'ils sont plus de 5, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas les bonus de charge à la lance que vont avoir les autres. Je suis un peu déçu. En fait, les deux unités de maniaques, qui sont des unités fanatiques encore plus dérangées que les orques sauvages normaux, je les trouve en dessous de leurs équivalents classiques, alors qu'ils sont plus chers. Donc soit je suis passé à côté de quelque chose, soit, et Games part du principe que la saturation pure vaut plus cher en termes de points que des bonus à la touche, etc. Alors le problème des autres, en fait, par exemple, c'est que s'ils ne chargent pas, ils sont moins bons que ceux-là. Donc c'est peut-être ça, eux sont plus polyvalents, parce que qui charge ou quand ils ne chargent pas. Quand tu bouges de 50. Mais bon sang, voilà, tu bouges de 24, tu as bougé de 8 au début de la partie, tu voles, normalement c'est toi qui charges. Voilà, donc je préfère les équivalents classiques, comme c'est les mêmes kits, on s'embêtera pas. On va passer à l'unité qui a créé le plus de frustration, je crois que surtout Warhammer Age of Sigmar, pour l'instant Oui, ça depuis va, la création de l'univers. Avec le Garde Phoenix. Ça va être les Savage Orc Arrow Boys. Eux pour le coup, ils sont jouables de 10 à 30, ils vont être à 120 points les 10, donc ils sont vraiment pas chers. C'est les petits tireurs, c'est les Arrow Boys, ils bougent de 5, ils ont 2 points de vie, ils ont une braverie à 5 et une sauvegarde à 6, ils sont équipés d'arcs qui piquent, puisque à 18 pouces, on va faire 2 attaques en 5+4+, sans reine, dégâts 1. Au corps à corps, on va avoir sur un dos qui va faire 4+4+, dégâts 1, ou un qui tranche pour le chef en 3 attaques, 4+3+, sans reine, dégâts 1. On va avoir comme aptitude viser les yeux, améliorer de 1 la caractéristique de perforation quand on va cibler les monstres, et tout plein de flèches, ajouter de 1 la caractéristique d'attaque des armes à projectiles quand l'unité comporte plus de 15 figurines. Donc voilà, cette unité en fait a toujours été cheatée. Parce que dans la toute première version du jeu, donc le Cunning Ruck, qui est le bataillon qui les jouait, en fait nous permettait d'en jouer des packs de 40 qui tiraient 2 fois, donc c'était quand même assez n'importe quoi. Pour ça que c'était un jeu de tir dans sa première version. Il s'est pris tout un tas de nerfs, est arrivé la V2 et le système des CP, et en fait la génération de 6 était infinie quasiment avec eux. Parce que tu pouvais te payer autant de CP que tu voulais. Donc c'était la liste anglaise par exemple à l'ETC, où le gars s'était payé 10 CP, avait un moyen de génération qui faisait qu'il montait à 13 ou 14. En fait il tirait avec son pack et il te mettait 80 attaques. Il générait 600 attaques de tir supplémentaires et il te rasait ton armée avec un pack de 30 orques. Voilà. Donc on en avait comme ça du Cunning Ruck. Donc là il a été nerfé à tous les niveaux. Maintenant il est réglo. Et en plus dans le Cunning Ruck en lui-même, on va voir tout à l'heure, comme ils sont censés être cunning, donc rusés et discrets, ils peuvent plus être que 20. Donc encore un garde-fou de Games. Donc maintenant ça devient une bonne unité de tir normale qui ne peut plus générer de combos complètement débiles jusqu'à ce que quelqu'un en trouve une autre. Mais là pour l'instant on a tout esquivé. Voilà, donc ils sont cohérents par rapport à leur coût en points, ils ont un volume de tir conséquent, avec des jets de touche pas extraordinaires, mais ils tirent quand même beaucoup, et c'est des bonnes cibles pour la génération d'attaques supplémentaires sur des 6. Donc maintenant ils sont logiques. On a fait le tour des différents War Scrolls, il nous reste à voir pour cette allégeance les différents bataillons. On va commencer par le Ruck Brutal qui lui vaut 120 points. Donc ça c'est un très bon bataillon. En fait vous avez le Big Boss de 2 à 5 unités, donc soit d'orques sauvages classiques, soit d'orques sur sanglier classiques. Et donc vous avez concrètement toutes vos lignes et un de vos personnages les plus importants dans une seule pose. Et l'aptitude du bataillon, c'est que les unités qui sont là-dedans, donc les 3 quarts de votre armée, peuvent courir et charger. Pour 120 points, c'est un très très bon bataillon. Yes, ensuite on va passer au Ruck Braillard, lui pour le coup vaut 140 points. Alors le Ruck Braillard, il est un peu particulier, vous avez besoin de Wardock, donc c'est le petit personnage qui faisait les danses que tu faisais tout à l'heure, et des unités de Mordboy, donc le Mordboy on a vu c'est quand même le maniaque à pied où on était un peu sceptique par rapport à son coup en point, pour donner le pouvoir sauvagement Zarbi à tes Wardock de lancer le sort point de Gork, tu sais, qui est l'espèce de coup de gaune qu'avait le Wargog Shaman. Donc ça oblige quand même à jouer beaucoup de petits sorciers, même si on a envie d'en jouer un, peut-être pas deux, de payer un bataillon qui est quand même assez cher, de se taper une unité dont on n'est pas forcément fan, pour avoir le sort d'un personnage qu'on aurait pu se payer à côté, qui vaut le prix du bataillon. J'ai un peu du mal avec celui-là. Ensuite, vous avez le Ruck Rusé, donc le fameux Cunning Ruck dont on a parlé tout à l'heure. 140 points. Voilà, donc avec la limitation intelligente de dire que vos packs ne doivent pas dépasser 20 figurines, vous pouvez jouer soit des Arrow Boys, soit des sauvages classiques, vous jouerez dedans que des Arrow Boys, plus un Big Boss, et la règle c'est qu'en face de héros, vous pouvez soit bouger, donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas de flèches, soit tirer pour ceux qui ont des flèches. C'est pour ça que le Cunning Ruck était extrêmement fort, parce que la phase de tir infâme dont je t'ai parlé tout à l'heure, il te la mettait 2 fois en plus.
C'était trop. Voilà. Donc là, maintenant, il devient équilibré. Si vous avez des Arrow Boys, c'est pas mal, quand même, un gros pack de 20. Alors, c'est le maximum que vous pouvez faire. De le faire tirer 2 fois, ça le rentabilise quand même plutôt bien. Ensuite, on va aller avec l'avant-dernier bataillon, ça va être le Ruk Cornu, qui lui vaut 120 points. Donc il vous oblige à prendre les Borboy maniaques, donc encore une fois les maniaques sur cochon, donc l'unité dont on n'était pas hyper fan, et le perso avec son petit squeak qui est sur cochon aussi, pour permettre, si vous êtes entièrement à 12, de relancer les charges. Je pense pas que le bonus soit indispensable par rapport au bataillon, sachant que ces unités de cochon, avec le souffle, etc., vont être quand même à 3 pouces. Ok, ça permet de relancer automatiquement une charge à 3, mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu as envie de payer plus de 100 points pour ça? Je pense pas. Et enfin, il nous reste justement le Ruk Dentu, qui lui vaut 140 points. Ah, c'est une blague amusante en fait, c'est celui qui permet de jouer plein de Big Staba, donc de 2 à 5 unités de Big Staba pour leur rajouter une attaque en plus à proximité du Big Boss. Bon, c'est rigolo, c'est pour garder pour les parties un peu narratives ou fun, c'est des mecs avec leurs grosses lances. Bon, on a vu que l'unité était déjà pas extraordinaire, en jouer 2 à 5 unités, ça te fout quasiment tous les points de ton armée. Bon, voilà, faut vraiment rester sur le Ruk Brutal et le Ruk Rusé, qui sont les 2 bataillons les plus forts en Bone Splitter, principalement le Ruk Brutal, parce que la course et la charge, c'est très fort en orc. On a fait le tour des orques armurés, des orques en slip. Qu'est-ce que tu penses déjà de l'un et de l'autre? Alors l'Iron Joe paraît quand même un poil au-dessus du Bone Splitter, parce qu'il a plus d'interaction, il a plus de puissance brute, il y a surtout le War Chanter, c'est quand même vraiment ça qui fait la différence. Maintenant on a vu qu'en Bone Splitter, tu as une bonne magie, tu as quand même un impact énorme avec tes cochons qui vont arriver très vite, et tu as du tir. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est ce que les Bone Splitters peuvent apporter à l'Iron Joe en mixant un peu tout ça, et on arrive sur la Big Wag. Yes, on arrive justement sur la page 67 avec l'aptitude d'allégeance de la grosse WAG. On va avoir pas mal de petites règles possédées par le pouvoir de la WAG, la grosse WAG. Les aptitudes accordées par la grosse WAG sont déterminées par les points de WAG. Vous recevez des points de WAG comme suit. On va générer des 6 points au début de votre phase de héros si votre général est sur le champ de bataille. Si votre général est Gordrak, vous recevez cash 6 points. Ah, c'est pour ça que je disais que si vous jouez en fait en gros swag, vous prendrez Gordrak. Parce que le bonus principal que vous avez envie d'aller chercher, il est à 20 points. Vous avez plein de manières d'en gagner un peu, mais le vrai gain de 6 par tour que Gordrak apporte est monstrueux. Donc Gordrak est quasiment auto-include, rien que pour ça. Bon après il a un profil quand même très correct, hein, mais rien que pour ça il est quasiment auto-include dans Big Wag. On va expliquer juste pourquoi, parce que 6 points c'est énorme en fait. Quand tu vois la variance en fait d'un D6 et que c'est pas facile en fait de gagner de ces points, 6 c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et donc pour vous montrer un petit peu tout ça, on verra que derrière on va pouvoir marquer 2 points au début de votre phase de héros pour chaque One Chanter ami sur le champ de bataille. Alors, donc c'est quand même une taxe, enfin, même s'ils sont très forts, ça reste une taxe pour générer 2 points. Mais comme vous voulez en général 2 War Chanters, si vous avez 2 War Chanters et Gordrak, vous faites 2 plus 2 plus 6, vous faites 10 points par tour. Le bonus final il est à 20. Donc en 2 tours vous êtes full. Voilà. C'est comme ça que se joue la Big Wag. On va aussi marquer 1 point au début de chaque phase de héros pour chaque War Dog Prophète ami et War Dog ami sur le champ de bataille. Donc ça c'est les petits persos Bone Splitter qu'on a vu, c'est pas mal. 1 point à votre phase de charge pour chaque unité Oruk ami de défigurine ou plus qui ont effectué un mouvement de charge. Il n'est pas écrit qu'elle doit être réussie, mais comme il faut avoir effectué un mouvement et que le mouvement ne se fait que si on arrive à finir son mouvement à 0,5 de l'ennemi, il faut que la charge soit passée. Ensuite, 1 point au début de votre phase de combat pour chaque héros Oruk ami à 3 pouces ou moins d'une unité ennemie, sous-entendu qui lui est déjà au chaud. Ouais. Donc Gordrak il peut t'apporter 7 points. Et enfin, 1 point au début de votre phase de combat pour chaque unité Oruk ami de 10 figurines ou plus à 3 pouces ou moins d'une unité ennemie. Voilà, donc en fait, c'est encore une fois, c'est tout dans la tête de l'adversaire. Il faut charger pour gagner des points, il faut avoir des gros régiments pour gagner des points, il faut avoir Gordrak pour en gagner 6 par tour. Yes. Ensuite, comme tu l'as dit, le nombre de points justement sera maximum de 30. Si on commence à en générer plus, on sera capé à 30. Ensuite, justement, pour voir les effets que vont octroyer d'atteindre certains paliers. Le nombre de points de WAG de votre armée détermine quel pouvoir de la WAG elle reçoit parmi les suivants. Ces pouvoirs sont cumulatifs. Vous disposez de tous les pouvoirs dont le nombre de points requis est inférieur ou égal au nombre de points de WAG que vous posséder. Si on a 4 points, on les aura à la fin de n'importe quelle phase. Si une ou plusieurs blessures ou plusieurs mortels ont été alloués à cette phase à une unité Oruk se trouvant à 9 pouces ou moins d'une figurine ennemie, alors une unité Oruk pourra se déplacer de 6 pouces. Donc on récupère directement le bonus des Iron Joe quasiment tout de suite, et on le transmet aussi au Bone Splitter qu'on a dans l'armée. C'est très correct. Quand on sera à 6, on rappelle, on n'en a pas encore consommé, on va les stacker. Grillez-les, vous pouvez utiliser le trait de bataille Magie WAG. En fait, Magie WAG, ça vous permet au moment où vous allez lancer un sort de dire je perds des 3 points de WAG, je vais avoir plus 1 au lancement, je perds des 6 points de WAG, je vais avoir plus 2 au lancement. Alors au début, votre but, c'est quand même d'escalader cette espèce de dîme de sang pour atteindre le 24 le plus vite possible, donc au tour 2 ou au tour 3. Donc grignoter des points là, c'est pas forcément intéressant. Par contre, une fois que vous avez passé le 24 et que vous oscillez entre 24 et 30, comme vous pouvez pas aller au-dessus de 30, rien ne vous empêche de les dépenser pour avoir vos plus 2 en lancement de sort. Sur les sorts très importants, notamment le dead jump, c'est bien. Yes, tu parles du dead jump.
quand on a 8 points, on va avoir Chopélé, ajouter 1 au jet de charge pour les unités Uruk Ami. Voilà, donc en fait on récupère encore une fois l'allégeance Iron Joe assez rapidement et on la transfère au copain Bone Splitter. Et comme tous les Bone Splitters ont du +2 sur la charge avec leur tam-tam, on passe à quasiment tous les régiments de cochons avec +3. Ça devient vraiment très bien. À 12, on aura Moquez-vous de jeter un dé à chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle à une figurine Uruk Ami. Sur 6, cette blessure est annulée. Donc là, on récupère l'allégeance Là, des c'est ça. Là, c'est les Bone Splitters qui donnent aux Iron Joe leur allégeance à eux. Sur les Iron Joe, c'est moins rigolo que sur les Bone Splitters. Bah, il y a beaucoup de PV. Il y a beaucoup de PV, ça va à 4. Ensuite, à 16, on va avoir brisé le, ajouter 1 au jet de touche pour les attaques d'armes de mêlée des unités Uruk Ami. Bon, bah là, t'as tous tes Iron Joe qui passent à 2+, et tous tes Bone Splitters qui passent à 3+. Ça devient Ou très à fort. 4 sur les tirs. Ouais, ou à 4+ sur les tirs. Ça devient très très fort. Ensuite, à 20, on va avoir cogné les, ajouter 1 au jet de blessure pour les attaques d'armes de mêlée des unités Uruk Ami. Donc là, t'as tous tes Iron Joe qui blessent à 2 et tous tes Bone Splitters qui blessent à 3. On rappelle, c'est cumulatif. Oui, C'est-à-dire oui, qu'à c'est- chaque fois, on dit on rappelle, mais on rappelle mon cul, ouais. Qui font Donc en un peu fait, plus de à plus. 20, c'est-à-dire quand on a dit tout à l'heure avec Gordrak, double War Chanteur, +10, au deuxième tour, vous êtes à toute votre armée, +1 pour toucher, +1 pour blesser. C'est très fort. Ouais. Très très fort. Et enfin, à 24, on va débloquer la WAG. La WAG. Ouais. C'est pas, hein, c'est Ouais, la ouais, WAG. c'est la WAG. Votre général peut utiliser l'aptitude de commandement, la grosse WAG. La WAG est à peine contenue et ne requiert qu'une dernière poussée pour atteindre une masse critique. Alors, ça donne une aptitude de commandement utilisable une seule fois. En fait, ça donne à tous les orques, sans distinction de mots-clés ou quoi que ce soit, à 24 pouces de la personne qui la lâche, +1 en attaque. Par contre, après, vous jetez un dé. Sur 1, vous resetez vos points, vous retombez à 0, ce qui fait très mal. De 2 à 5, vous les divisez par 2, ce qui fait quand même assez mal aussi. Et sur un 6, rien ne se passe. Donc en fait, il faut utiliser cette aptitude pour porter le coup de grâce, parce que si vous ratez plus une attaque, ça ne retourne pas non plus une game, hein, même si elle est résolue avec Par les contre, plus perdre 1 plus pour en toucher. toucher, plus en blessé, si. Voilà. Donc en fait, soit vous le faites et vous gagnez au moment où vous le faites, soit vous le faites pas et vous restez sur le +1 touché, +1 dégâts. Voilà. Même si ça remonte quand même assez vite, au bout d'un moment, votre adversaire il va vous tuer votre Gordrak, il va vous tuer vos War Chanteurs, vous avez pu remonter à 10 par tour, vous tombez à 0 au tour 3, au moment où vous lâchez ça et vous perdez vos persos derrière, vous remonterez jamais. Voilà. Enfin, vous remonterez jamais sur ce tableau-là, hein, pas sur la partie. Donc moi, je préfère la stabilité du +1 à la touche, +1 à la blé tout le temps, comme ça on touche à 2 tout le temps, et avec les petits CP on peut relancer les 1 à la touche, on est bien. Ensuite, l'ensemble de nos personnages de cette grande allégeance de la WAG vont permettre d'avoir l'aptitude on y va, puisque vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de votre phase de héros. Dans ce cas, choisissez un héros Uruk Ami, vous recevez un point de WAG par tranche de 10 figurines Uruk à 12 pouces ou moins de lui, ou 18 pouces si celui-ci est votre général, et on ne pourra bien évidemment utiliser cette aptitude qu'une seule fois. Ouais. Ensuite, pour finir cette aptitude, ils vont quand même préciser qu'on va être capable justement d'aller choper un trait de commandement et un artefact dans cette allégeance et qu'on pourra le donner à n'importe quel des personnages tout en respectant toujours les histoires de petits mots-clés par rapport aux C'est différents ça, c'est-à-dire qu'en tableaux. fait vous avez un personnage Bone Splitter, il ira chercher les sorts des Bone Splitters qu'on a vu tout à l'heure, si c'est votre général, le trait du Bone Splitter, l'artefact du Bone Splitter, etc. Donc ça ne vous prive pas, en fait, vous n'avez pas de tableau dans cette allégeance, ça ne vous prive pas, dépendamment de si vous êtes Bone Splitter ou Iron Joe, d'aller chercher dans le tableau. Par contre, ce que ça vous enlève, c'est les règles d'allégeance classiques qu'on a pu voir, le destructeur déchaîné, le Madas Hell, les Et choses donc comme les ça, clans. et les clans. Voilà. Donc vraiment la question se pose, l'avantage de cette armée c'est sa mixité, vous pouvez vraiment mettre toute votre collection de figurines, par contre vous pouvez moins vous spécialiser. Je la trouve légèrement en dessous de la pure Iron Joe, sauf vraiment le combo double War Chanteur Gordrak, je monte mon allégeance à 20 autour d'eux, et là ça cogne vraiment extrêmement fort. Parce que toute une armée qui a +1 pour toucher, +1 au dégâts, Attention, hein, ça ne nous dédouane pas de pouvoir prendre des bataillons. Donc le Kunendrock marcherait en 4+, 3+. ouais. Non mais tous les bataillons sont jouables, ils deviennent tous corrects. On a fait le tour donc de ce Battle Tome qui regroupe les peaux vertes jouables actuellement, donc les orques sauvages et les Iron Jaws. Pour l'instant, c'est quand même très positif ce travail. Ouais, pour moi, ils ont vraiment réussi à rendre pratiquement tout jouable, à nous donner suffisamment de clans où il y a quand même 3 allégeances différentes qui vont apporter une vraie rejouabilité. Même s'il n'y a pas énormément d'entrées, ça me fait un peu penser au Flash Eater où tu avais quand même peu d'entrées, mais avec les cours que tu pouvais créer ou les grandes cours génériques. Beaucoup de gameplay différents. Ouais, plein de gameplay différents. Là, c'est vraiment pareil, même si ça va quand même principalement se résumer à foncer vers l'adversaire pour lui mettre des tartes, il y a plein de moyens de le faire. Il y a en sautant, il y a en volant, il y a, voilà. On peut vraiment créer des gros personnages tanks, on a quand même une magie qui est assez intéressante en Bone Splitter et en Iron Joe, des bataillons qui sont sympas, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu, des clans qui apportent vraiment des nouvelles manières de jouer, encore une fois le drag foot est très bien, et l'allégeance de la Big Wag qui permet vraiment de tout mixer sa collection de figurines. J'aime beaucoup ce Battle Tome. Après, si on réfléchit sur des archétypes de liste assez faciles, en Iron Joe je partirais quand même sur Ormo Crochet, je pense que tout le monde a compris que j'adorais cette figurine, bien tanky ou qui tape bien fort, avec un ou deux War Chanteurs,
Et après, je partirai sur le bataillon qui permet de mixer les hardboils, les brutes et les Gorgunta pour en prendre un peu de chaque, et parce que ça permet de gagner des CP sur un petit destructeur déchaîné. Ça fait une très bonne armée qui va assez vite, je rajouterai un petit chaman pour le dash jump, et voilà une bonne armée Iron Joe assez classique. Si je devais jouer du Bone Splitter, je prendrais des gros pâtés de cochons soutenus par des Cunning Rug pour le tir, envoyer des cochons devant. T'envoies quand même 20 cochons, c'est 60 PV, ça va 5 et un vue à 6. Hein. Donc t'envoies quand même des gros trucs. Et derrière, les petits copains qui tirent avec une bonne magie, pour le coup, pas mal de chaman. Et par contre, en bigwag, j'en ai pas mal parlé, Gordrak, double War Chanteur pour monter très vite. Et après, je pense que n'importe quelle unité de ce Battle Tom, quand elle commence à avoir plus 1 pour toucher et plus 1 dégât, c'est là effectivement que les orques sauvages maniaques, tu sais, qui avaient plus d'attaques, quand ils commencent à toucher avec plus 1 pour toucher et plus 1 au dégât, ils doivent quand même faire beaucoup de sauvegarde à l'adversaire, ça peut être très sympa. Donc vraiment 3 armées assez différentes, 3 manières de jouer un peu différentes aussi, c'est vraiment sympa. Je suis d'accord. Par rapport au modélisme, on est quand même sur 2 générations de kits différents. Je dirais que c'est plus intelligent de pérenniser des achats par rapport aux Iron Joe que par rapport aux Bone Splitter, puisqu'on est sur des figurines plus récentes, des kits plus flatteurs où le plastique est mieux, il y a plus de choses en général dans les kits. Après, les Bone Splitters vont être un petit peu moins chers aussi, mais il va falloir acheter plus de figurines parce qu'elles coûtent moins cher aussi en points. Toi, tu conseillerais quoi comme premiers achats dans un sens ou dans l'autre? Les start collecting dans les 2 cas sont très bons parce que concrètement tout est jouable. Ensuite, les Iron Joe est vraiment très bien parce qu'en plus dedans vous avez le War Chanteur. Le Bone Splitter, les personnages vraiment importants, c'est-à-dire les 3 sorciers, sont en résine Finecast. Ça, c'est un peu le petit bémol, alors que tout le reste de l'armée est en plastique. Après, concrètement, c'est quand même difficile de faire des achats qui ne seront pas utiles. À part vraiment spammer la même unité. N'achetez pas 50 packs de cochons. Voilà. Vous les jouerez pas, de manière vous n'avez pas les points. Mais à part ça, moi je partirais sur un... Alors si je veux jouer Big Wag, par exemple, je prends un start collecting de chaque et un Mokresha pour montrer Gordrak. Et on ne doit pas être très loin des 2000 points. Voilà, pour un coup quand même relativement restreint. Et après, j'ai développé un peu les archétypes des armées que je voyais. Ça se monte quand même relativement vite. Et full plastique, à part les quelques sorciers. On a donc fini avec la lecture et l'analyse de ce Battle Tom. Un grand merci à toi, Pride, d'être venu. Mais de rien. Pour soit te mettre en armure, soit te mettre en slip. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter Fred Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit A plus les Wargamers.